Salut à tous les amis, c'est Mr Fox. Vous le savez, chaque début d'année, c'est l'occasion de sortir mon petit top cinéma de l'année où je reviens sur les films qui m'ont le plus plu. Mais cette année encore, vous l'avez remarqué en voyant le titre de la vidéo, et bah je suis pas allé assez au cinéma pour faire un top. Et pour le coup, je peux même pas vous donner des avis à l'emporte-pièce parce que vraiment je suis pas du tout allé au cinéma et... croyez bien que je m'en veux et que je le regrette. À part quelques rétrospectives, quelques festivals un peu sympas, quelques soirées nanars ou encore des copains qui ont sorti un excellent film que je vous recommande quand il sortira, et ben cette année ça a vraiment été une année sans cinéma et c'est une des bonnes résolutions que j'ai cette année. J'ai envie de retourner au cinéma, d'être à nouveau curieux, de voir des films, même des films moyens, enfin bref j'ai envie de retrouver ce goût pour le cinéma qui s'est un peu essoufflé au fil des années et ça me rend triste. En revanche, j'ai remarqué que vous aviez plutôt accroché à mon concept de l'an dernier qui remplaçait le top ciné, le top YouTube. Une sélection de 50 vidéos qui m'ont plus ou moins plu, mais qui surtout ont marqué l'année YouTube. Les retours ont été plutôt bons et du coup je me suis dit bah pourquoi ne pas renouveler l'expérience en 2024. Il va y avoir des masterclass, il va y avoir des disaster class, il va y avoir des gros noms du YouTube game, mais aussi des petits nouveaux. J'ai essayé de faire une sélection un petit peu éclectique et j'ai le plaisir de vous la faire découvrir dès maintenant, donc bienvenue dans le Top YouTube 2024. Ça a été très difficile de choisir 50 vidéos cette année, j'imaginais pas à quel point. Début janvier, j'avais plus ou moins déjà ma liste, mais je l'ai pas mal modifiée. Je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de parler de grosses vidéos que tout le monde a vues, de youtubeurs déjà mainstream, genre Seb Lafrite, JDG, Saven. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de grosses vidéos de gros youtubeurs, hein. Il y en a qui ont été très marquantes cette année. Mais j'ai essayé de réduire au minimum et de garder vraiment que les pépites des pépites. Et puis j'avais aussi envie de mettre en valeur des plus petits créateurs dont les vidéos sont encore perfectibles, mais où je sens qu'il y a un potentiel et qu'il y a moyen quand même d'encourager ce mouvement pour peu qu'on en parle un petit peu. Et puis j'ai aussi choisi quelques vidéos qui m'ont vraiment déplu ou qui m'ont pas énormément plu, mais qui ont quand même marqué mon année YouTube ou alors qui peuvent être une occasion de parler de quelque chose de plus général. Et puis cette année encore, j'ai essayé de mettre en avant plus de créatrices dans mon top. C'est pas évident parce que encore une fois, mon flux de YouTube et le YouTube que je regarde est essentiellement masculin. Est-ce que des vidéos comme celle-ci en sont la conséquence ou la cause? La question reste en suspens, vous pouvez d'ailleurs en débattre dans les commentaires. Toujours est-il que j'ai fait de mon mieux pour mettre en avant plus de créatrices cette année. Bref, rentrons dans le vif du sujet avec cette liste de 50 vidéos. Comme l'an dernier, je vais les annoncer par ordre de sortie, chronologiquement, et je vais mettre en exergue mes 10 préférés sans pour autant faire de vrais classements, parce que bah c'est trop dur de faire des classements de vidéos YouTube. Tout est tellement varié et différent sur cette plateforme. Une année qui a été particulièrement riche, je trouve, en termes de création. Bon allez, cette intro est beaucoup trop longue, c'est parti. Et on commence tout de suite avec Tomska's Guide to Plagiarism de Tomska and Friends. Sorry for my well-known English bad accent. Bon, Tomska, ça a été un des premiers créateurs que j'ai suivi sur YouTube. J'ai même à l'époque réalisé des VOST de certaines de ses vidéos. Et je continue encore aujourd'hui de suivre son travail, même si sa chaîne secondaire m'intéresse moins, parce qu'elle est plus tournée sur les vlogs et ouais, des histoires de comment on vit la création sur YouTube, etc. Comme en plus c'est en anglais, j'ai un peu plus de mal à accrocher. Mais j'ai beaucoup aimé cette vidéo qui fait suite à celle de HBomberGuy dont j'avais parlé, qui est sortie en fin d'année précédente, où HBomberGuy parlait des plagiats qui gangrénaient la sphère de YouTube anglophone et qui, on va pas se mentir, doit aussi gangréner la sphère YouTube francophone. Le hic de la vidéo de HBomberGuy, c'est que un certain nombre de gens se sont mis à voir le mal partout et à voir du plagiat là où il n'y en avait pas forcément. MrJD avait déjà réalisé une petite vidéo il y a une dizaine d'années où il évoquait la différence entre plagiat, ressemblance, inspiration, etc. Une vidéo assez intéressante mais qui n'est plus en ligne aujourd'hui. Et du coup, en début d'année, Tomska a pris pour base la vidéo de HBomberGuy pour dresser une espèce d'échelle de plagiat afin de bien différencier ce qui est une coïncidence, un concours de circonstances, une vague inspiration, une référence assumée et un plagiat pur et simple. C'est pas la première fois que Tomska fait une échelle ou
une vidéo un peu pédagogique sur fond blanc et jusqu'à maintenant je les ai toujours trouvées très réussies. Mais celle-ci a également une saveur particulière pour nous, public francophone, puisqu'il y parle à un moment donné de son histoire de plagiat avec Canal+. Et oui, peut-être que certains vieux de la vieille s'en souviennent, mais fut un temps où Canal+ avait présenté dans Le Grand Journal une série qui s'appelait Pendant ce temps et dont le concept était très clairement piqué sur celui de Tomska. Alors personnellement j'avais suivi les débuts du drama et Tomska s'exprimait sur le sujet en disant que globalement il s'en foutait, mais la vidéo de Tomska permet d'avoir le fin mot de l'histoire et son dénouement que je trouve en vrai assez heureux. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai décidé de mettre cette vidéo dans mon top YouTube de l'année. Fleur bleue, Fleur et le mec patriote épisode 1 de Studio Bagel. J'aime beaucoup la manière dont la chaîne du Studio Bagel est réutilisée aujourd'hui alors que le collectif n'est plus. C'est devenu un petit peu un laboratoire d'expérimentation et c'est assez plaisant d'y découvrir de nouvelles créations. Fleur bleue, c'est une série créée par Enya Barou et qui a démarré du coup en début d'année avec cet épisode 1. C'est une série de très courts épisodes qui présentent un petit peu la vie sexuelle de Fleur, les différents partenaires avec qui elle va pouvoir interagir et les différentes déceptions, mauvaises surprises qui vont être source évidemment de gags et de situations un peu cocasses. Alors je présente sans doute pas très bien la série mais globalement vous comprendrez assez vite le concept en regardant cet épisode 1 où Fleur découvre que son dernier partenaire est d'extrême droite. C'est assez savoureux mais encore une fois j'ai choisi cet épisode, j'aurais pu choisir n'importe quel autre de la série, donc regardez la série, en plus la saison 2 a démarré en début d'année, vous allez à mon avis passer un très bon moment. Que fait Hitler pendant ses vacances de L'Ostrige? Je vous jure que le jour où j'ai découvert cette vidéo, j'ai lu le titre et j'étais en mode... Attends, quoi? Alors L'Ostrige, c'est un créateur que j'ai découvert cette année et auquel j'ai pas mal accroché. C'est un subtil mélange d'histoires, de morceaux d'histoire qui en l'occurrence sont documentés. Il y a des images d'archives, il y a des sources bibliographiques qui sont présentées, il y a parfois des peintures, des images, des photos, enfin bref c'est assez documenté. Et en même temps il y a un côté storytelling où on nous raconte un petit peu à quoi pouvait ressembler la vie à certaines époques, dans certains quartiers, d'une certaine façon. Et en l'occurrence la vidéo qui m'a fait découvrir ce créateur, et ben c'est Que fait Hitler pendant ses vacances. Alors évidemment le sujet peut prêter à sourire ou à faire grincer des dents selon les sensibilités, mais soyez rassurés, cette vidéo n'est absolument pas complaisante et ne brosse absolument pas un portrait sympathique de cet ancien leader du Troisième Reich, bien au contraire. Mais justement j'ai trouvé très intéressant l'idée de raconter à quoi pouvaient ressembler les journées de cette personne, de son entourage, l'ambiance un petit peu malsaine et glauque, la tension, les rancœurs, et puis cette espèce de mise en exergue de sa figure, etc. J'ai pas envie de spoiler la vidéo, je vous invite vraiment à la regarder, croyez-moi, vous ne verrez pas le temps passer, c'est très intéressant, et même parfois j'ai envie de dire assez drôle. J'ai enquêté sur la dopamine détox de Sabine. Sabine, c'est une créatrice qui étudie et analyse entre autres les différents trends qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, les différents effets de mode, les différentes tendances qu'on peut retrouver sur TikTok, sur Instagram, et en profite pour en dénoncer les effets pervers, les mensonges, les vérités, et globalement ce qu'il faut en retenir. On n'est pas tant axé sur le drama que sur le phénomène global, et ça rend certaines vidéos très riches et très intéressantes. En l'occurrence, j'ai choisi celle de la dopamine détox parce qu'elle m'a beaucoup parlé. C'est un truc dont on entend beaucoup parler, et pas que sur TikTok, cette idée comme quoi la dopamine, cette molécule que sécrète notre cerveau quand on est sur les réseaux sociaux, eh ben elle est dangereuse, elle a modifié notre génération, celle des smartphones, elle nous a rendus plus fainéants, moins productifs, et du coup ce serait vraiment une bonne chose de s'en désintoxiquer pour se recentrer sur les choses essentielles. Et c'est vrai qu'au premier abord, on est tenté de se dire, ah bah oui, c'est vrai que cette histoire de dopamine me paraît parfaitement sensée, et c'est vrai que c'est du bon sens d'essayer de se déconnecter de nos smartphones, etc., etc. Sauf qu'en fait, derrière cette impression de bon sens, eh ben, il y a une vraie idéologie derrière. Et c'est une idéologie assez discutable. La vidéo de Sabine nous permet de remettre un petit peu tout ça en perspective, d'apprendre que les études sur la dopamine, eh ben, elles sont pas vraiment fiables, que les personnes qui ont présenté des théories et des hypothèses dessus sont des gens plutôt habités par une certaine idée d'ordre moral. Et ce qu'on nous invite à faire avec la dopamine détox, c'est pas tant de se
déconnecter des réseaux sociaux que de se refuser au plaisir simple et de mettre en valeur la culture de l'effort. Je vais pas tout raconter parce qu'encore une fois la vidéo de Sabine est très claire et très pédagogique. Si c'est une vidéo qui m'a particulièrement touché, c'est que cette année je me suis posé beaucoup de questions sur mon rapport au travail, sur mon rapport à l'effort et sur cette incapacité que j'avais à maintenir mon attention sur certaines choses. Et c'est vrai que j'ai été à un moment sensible à ce genre de discours sur peut-être qu'on est une génération abrutie par les smartphones et que on devrait peut-être remodeler notre cerveau, etc. Alors bien sûr, ça veut pas dire que l'addiction aux écrans n'existe pas, et évidemment c'est une bonne chose de prendre ses distances avec, mais qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est censé corriger? Et pour en faire quoi? C'est des questions auxquelles répond la vidéo de Sabine, et je vous la recommande chaudement. Quand Internet m'a presque fait voter Zemmour de Willan. Cette année a été très riche et très bordélique politiquement en France, et d'ailleurs, évidemment, je vais parler politique dans Stop, désolé de pas avoir mis le jingle, mais ça me semble une évidence. Et c'est vrai que cette année, on a pas mal remis sur le devant de la scène un certain nombre de figures de l'extrême droite. Je pense notamment au bouquin de Dora Muto, qui se présente comme une ancienne personnalité de gauche qui en est revenue, mais on a surtout parlé du grand retour du Raptor dissident, qui a été pendant très longtemps une figure importante de l'extrême droitisation d'une partie de la jeunesse. Il y a un épisode de Rhinocéros qui est revenu dessus, mais je trouvais encore plus intéressant de parler de la vidéo de Willan, qui raconte comment lui, qui était issu d'un milieu politique plutôt de gauche, mais dans lequel avait infusé des idées de droite présentées comme le bon sens, je trouve son parcours et la manière dont il le raconte très intéressante parce qu'elle expose un petit peu les mécanismes qui peuvent séduire dans le discours d'extrême droite. C'est pas le seul à en avoir parlé cette année, mais je pense que c'est celui qui en a le mieux parlé et je pense que sa vidéo est d'utilité publique, donc je vous la recommande. Final Fantasy IX rétro découverte de Edward. Alors je vous ai déjà parlé l'an dernier de ma découverte de rétro-découverte et de la chaîne d'Edward en général. C'est un créateur dont le contenu me touche énormément, me parle beaucoup, et à ce titre j'étais très content de le recevoir aux soirées YouTube à Lyon, où il a pu parler un petit peu de son travail et de sa manière d'écrire et de concevoir ses vidéos. 2024 a signé la fin de la saison en cours de rétro-découverte, mais au-delà de l'épisode final, je pense que l'épisode qui m'a le plus marqué dans cette saison, c'est celui-ci. C'est un épisode qui boucle un certain nombre de storylines, qui est en plus un épisode comédie musicale, donc quelque chose qui peut vite apparaître cringe, et j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous trouveront ça cringe. Mais personnellement, j'admire la conviction que Edward a en ce qu'il raconte, la manière dont il assume les histoires qu'il veut raconter, et de fait, j'ai trouvé cet épisode particulièrement touchant et réussi. Je voulais cette année encore vous parler de rétro-découverte, et j'ai choisi cet épisode-là pour le faire. On en a parlé à la soirée YouTube, le replay est disponible pour ceux que ça intéresse, donc voilà, regardez rétro-découverte de manière générale. Ban Hero Smash Ultimate Montage de Nintendan. Bon, cette année, j'ai joué à un certain nombre de jeux vidéo, Tears of the Kingdom, It Takes Two, Outer Wilds, auxquels j'ai enfin joué, mais j'ai aussi continué de jouer à certains jeux avec des copains, et notamment Smash. J'ai notamment beaucoup joué avec un certain Julien, qui se reconnaîtra s'il regarde mes vidéos. Le truc, c'est que moi, dans Smash comme dans d'autres jeux de combat, malgré le nombre prolifique de personnages, je me contente de jouer avec à peu près un ou deux mêmes personnages en boucle. Ce qui a le don d'agacer un certain nombre d'amis contre lesquels je joue, qui en plus me reprochent de toujours faire les mêmes coups. C'était notamment le cas de Julien, qui m'a envoyé un jour cette vidéo en me disant « Arrête de faire toujours les mêmes coups avec Hero, regarde tout ce qu'on peut faire avec Hero ». Soyez rassurés, si j'ai choisi cette vidéo, c'est pas parce qu'elle m'a ouvert les yeux sur la manière de jouer Hero, c'est parce qu'elle est très drôle. Il n'y a pas de YouTube Poop cette année dans mon top, mais il y a quand même un certain nombre de vidéos dont le montage est particulièrement soigné. Il y a un certain nombre de créateurs que je trouve virtuoses en la matière, et c'est le cas de Nintendan, qui a fait ce montage autour du personnage de Hero. Je sais qu'il le fait avec tout un tas de personnages, mais forcément, jouant beaucoup Hero, c'est cette vidéo-là qui m'a particulièrement plu. Non pas pour les performances de jeu qui sont montrées dans la vidéo, mais tout simplement parce que le montage est très drôle et très réussi. Est-ce que vous apprécierez cette vidéo si vous ne jouez pas du tout à Smash? Peut-être pas, j'en suis pas sûr, je pourrais pas vous l'assurer. Mais si vous jouez à Smash, regardez cette vidéo, c'est à pleurer de rire.
Cette maison cache un énorme mystère, Findings numéro 100 de Feldup. Bon, j'ai expliqué dans l'introduction que je mettrais des highlights sur mes 10 vidéos préférées de l'année, mais que je pouvais pas vraiment faire un podium avec un top 3, un top 2, un top 1. Et ben cette vidéo de Feldup fait exception, c'est la vidéo de l'année, je veux rien entendre. Cette vidéo de Feldup parle de This House Has People in It, une création audiovisuelle de grande échelle, ARG, etc., qui est sortie sur Adult Swim pendant les années 2010, je saurais plus précisément quelle année. Et évidemment, comme à son habitude, Feldup en parle très bien, il raconte très bien tout ce qu'il y a à savoir. Il a bien construit son récit, en structurant parfaitement ce qu'il a raconté, en gardant sous la main certains éléments pour les redonner plus tard, au moment très opportun. Bref, tout ce que j'ai raconté l'an dernier pour parler de sa vidéo sur myhouse.wad, je peux le redire ici, c'est quelqu'un qui est un très bon narrateur et qui arrive à installer une ambiance de manière assez prodigieuse. Mais évidemment, ce Findings numéro 100 n'est pas un Findings comme les autres. Je suis très sensible, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard dans le top, à la démarche créatrice et artistique de Feldup et à sa vision globale de la création sur internet et sur YouTube. Il évoque dans cette vidéo un certain nombre de points qui me touchent, je pense notamment au fait que oui, internet est en train petit à petit de disparaître et qu'il y a des œuvres, des expériences qu'on imagine éternelles parce qu'elles sont sur internet et que internet n'oublie jamais rien, et ben en fait si, il y a des choses qui disparaissent sur internet. Ça me touche particulièrement parce que je l'ai vécu directement il y a quelques années quand les annotations ont disparu sur YouTube. Donc oui, le discours que Feldup a dans sa vidéo vis-à-vis de This House Has People in It me touche particulièrement. Mais même au-delà de ça, évidemment, la conclusion très personnelle de la vidéo me parle beaucoup. En début d'année, j'ai fêté mes 15 ans sur YouTube, donc j'y suis depuis un certain temps. J'ai pu voir évoluer certains créateurs, j'ai pu me rapprocher de certains créateurs que j'admirais fut un temps. J'ai été inspiré par certaines personnes, j'ai inspiré certaines personnes. Il y a certains de vos messages dans ma vidéo d'anniversaire des 15 ans qui m'ont particulièrement touché, sachez-le. Donc ouais, au-delà de l'histoire qu'il a à raconter sur This House Has People in It, la manière dont il raconte son histoire et la manière dont il la mêle à celle de This House Has People in It m'a particulièrement touché, et encore aujourd'hui, c'est une vidéo que je ne peux pas regarder sans pleurer. Je l'ai revue quelques jours avant de tourner ce facecam et ouais, non, j'ai encore une fois, alors que c'était la 3e ou la 4e fois que je la voyais, je n'ai pas pu retenir les larmes à la fin. C'est pour moi un chef-d'œuvre de YouTube, un des chefs-d'œuvre de Feldup. Feldup, si tu regardes cette vidéo, sache-le, t'es un grand, t'es un très grand, et continue ton travail. T'as énormément de talent, sache-le. Script Céleste de Arcade. C'est une vidéo qui est sortie en 2 parties, mais j'ai choisi de la présenter dans le top comme si c'était une seule et grosse vidéo, parce que je pense que c'est globalement comme ça qu'elle doit être regardée. Bon, je sais plus si j'ai parlé d'Arcade l'an dernier, il me semble, mais c'est vraiment un créateur que j'affectionne tout particulièrement. Et à ce titre, je vous recommande sa triple vidéo sur Undertale, qui est à mon sens une des meilleures, si ce n'est la meilleure vidéo du web français, et je n'exagère pas quand je dis ça. En tout cas, c'est un ressenti personnel. J'aurais pu choisir sa vidéo sur Scott Pilgrim et les Groomers, qui est elle aussi très réussie, mais j'ai finalement choisi sa double vidéo sur Céleste, d'abord parce que j'adore Céleste et je suis toujours très intéressé par les analyses qui sont faites de ce jeu. Je trouve que Arcade fait assez bien le tour des différents sujets évoqués dans Céleste. J'ai déjà pu le dire, je crois, mais j'aime beaucoup sa manière d'écrire. Je trouve que cette façon de jongler entre les gags, ce qu'il y a à raconter, les moments très forts pour lesquels il faut être sérieux et les moments où on enchaîne blague sur blague de Cuba Libre, il a un sens du rythme dans l'écriture que je trouve particulièrement plaisant. La dépression, c'est quelque chose qui détruit quelqu'un, qui attaque l'individu et qui le rend amorphe et triste, et qui doit être dépassé par le biais de, je sais pas, l'art, le sport. Thibaut InShape est en train de me foncer dessus, et cette manière très fréquente de parler de la santé mentale, même si efficace parce que beaucoup de gens se reconnaissent dedans, vient aussi d'une certaine réalité sociologique. Vous savez, la sociologie, cet ami casse-couille qui a toujours raison et qui dit tout le temps qu'elle cerne trop bien les gens en soirée. Mais je l'ai choisi aussi parce que c'est la fin de Script, et je trouve que cette double vidéo est suffisamment bien écrite pour que, même si vous n'avez jamais vraiment regardé Script, vous soyez quand même touché par cette fin de Script.
C'est pas tant une vidéo où Arcade parle de lui, en tout cas beaucoup moins que la vidéo de Feldup que j'ai évoquée précédemment, et dans un sens j'ai même envie de dire moins que sa vidéo sur Undertale, mais c'est quand même une vidéo assez solennelle dans les sujets abordés, dont la fin est touchante. C'est une vidéo qui vous fera rire et qui vous émeuvra aussi, peut-être. Donc regardez-la, tout simplement, et abonnez-vous à la chaîne d'Arcade pour ne rien manquer de ses futurs projets. Pourquoi le train est devenu si cher de Pigé Julien Mazurier. Chouette découverte cette année que la chaîne de Julien Mazurier / Pigé, ou Pigé / Julien Mazurier. Alors sa vidéo sur les trains est la vidéo la plus vue de sa chaîne, donc peut-être que vous l'avez déjà vu passer. Et globalement c'est une chaîne qui a pas été très active, hein. Il a sorti je crois 5 ou 6 vidéos, peut-être 7, et puis plus de nouvelles depuis des mois. Donc je sais pas si cette chaîne va encore produire des vidéos à l'avenir, ou si c'était une de ces chaînes qui pop, qui produit parce qu'elle a un petit budget et qui ensuite disparaît. Si c'est le cas, bah ça me rendrait bien triste. Parce que sa vidéo sur les billets de train, bah je la trouve assez bien écrite, assez réussie, assez pédagogique, structurée, claire, concise. C'est des mots qui vont pas mal revenir quand je parle des vidéos YouTube, mais en même temps, bah c'est ce qui me plaît le plus dans la plupart des vidéos YouTube. J'aime pas quand une vidéo est trop fouillie, j'aime pas quand une vidéo part dans tous les sens, j'aime pas quand une vidéo est tellement condensée que on finit par ne plus rien comprendre ou ne plus rien en retenir. Donc je trouve cette vidéo très réussie, et si vous ne deviez voir qu'une seule vidéo de cette chaîne, eh ben je vous conseillerais celle-là. Et de mon côté, eh ben je croise les doigts pour que cette chaîne puisse redevenir active dans le futur, dans l'année à venir, 2025, je ne sais pas. Spielberg est-il un génie accidentel de PAF? C'est très bizarre pour moi de vous conseiller cette vidéo de PAF parce que elle a vraiment pas beaucoup de vues, PAF n'a vraiment pas beaucoup d'abonnés, et évidemment moi je serais tenté de vous dire suivez le reste de son travail, c'est vraiment trop bien et tout, mais en même temps il a annoncé que c'était sa dernière vidéo sur YouTube, donc voilà, l'ironie est présente je dirais. PAF c'est un créateur dont j'ai déjà parlé, et pour cause, à une époque c'était le seul créateur avec moi à faire des analyses de VF. Il avait un format qui s'appelait VO versus VF je crois, et où il comparait les différents doublages des jeux vidéo, et c'était pas mal parce que moi je parle très peu de jeux vidéo parce que j'y joue très peu, du coup il a dû m'arriver plusieurs fois de vous recommander son travail, ce que je ne peux plus faire parce que déjà il évoque plus ce sujet, et parce que encore une fois il a annoncé que la vidéo dont je vais vous parler ici était sa dernière. C'est une vidéo qui parle de cinéma, évidemment c'est une vidéo qui parle de Spielberg, mais c'est aussi une vidéo qui parle de montage, et une vidéo qui parle des heureux hasards et des coïncidences. C'est aussi une vidéo qui veut relativiser le génie et l'omniscience de certains créateurs, en rappelant que oui, des fois, il y a des éclairs de génie qui sont en réalité des coups de bol, qu'en tant que créateur, on ne sait pas tout de nos propres créations. C'est un sentiment que moi-même je peux confirmer, et je trouve que son montage, le concept de sa vidéo, le résume assez bien. C'est une vidéo, vraiment je vous invite à la voir parce que le parti pris de montage de cette vidéo est assez audacieux. Et même si je sais que je suis vraiment le seul à vouloir ça, j'aimerais bien qu'il existe une version 3D de cette vidéo où on pourrait, en fermant un œil ou l'autre, créer nos propres champs contre champs, nos propres montages entre ces deux écrans qu'il nous présente. Bon, le fait qu'il y en ait parfois plus rend mon idée absolument inapplicable, mais bon, j'ai le droit de rêver, c'est bon, ouais, oh. Donc vous pouvez regarder cette vidéo, et même s'il n'est plus actif sur YouTube, il est actif sur Twitch, et il publie assez régulièrement des extraits de ses live Twitch sur TikTok. D'ailleurs, peut-être que vous les avez déjà vus passer. Donc même s'il n'y a pas grand intérêt à s'abonner à sa chaîne YouTube, vous pouvez quand même suivre son travail, je vous le recommande d'ailleurs, parce que ce qu'il dit est plutôt pertinent. 3 albums de Dr. Dre partie 1 de Potatoes. Alors je suis conscient que Potatoes c'est un youtubeur clivant qu'on peut aimer pour un tas de raisons, mais qu'on peut aussi détester pour un tas d'excellentes raisons. Moi-même, il y a certaines de ses vidéos que j'aime beaucoup, et il y a certaines de ses vidéos que je déteste. Mais le tournant qu'il a pris sur YouTube ces dernières années est, je trouve, particulièrement intéressant. Il y a 2-3 ans, il me semble, il a sorti une vidéo sur Eminem que je trouvais être une grosse masterclass, et je croisais les doigts pour qu'il persiste et qu'il suive cette voie-là de création. Cette vidéo sur Dr. Dre me rassure énormément. Alors bien sûr, on peut être frustré qu'elle soit aussi courte, mais en même temps, quand on voit la gueule de la vidéo, on se dit waouh, le travail de montage et de FX qu'on peut voir dans cette vidéo me fait halluciné. Généralement, quand on veut parler d'un sujet sur internet ou tout simplement lancer un format, on essaie de se créer une charte graphique et on essaye de s'y tenir, de créer des assets pour pas avoir à tout recréer de zéro à chaque fois. Potatoes
repart de zéro, littéralement à chaque plan. Il va y avoir dans sa vidéo des extraits d'interviews, ils n'auront jamais la même gueule. À chaque fois, il réinvente sa manière de présenter des extraits, des morceaux d'interview, et je trouve ça absolument sidérant. Ça peut être un peu étourdissant si on n'a pas l'habitude, donc je comprends parfaitement que certaines personnes n'accrochent pas, mais je suis, pour ma part, absolument sidéré par la masse de travail derrière cette vidéo. Et le mieux dans tout ça, c'est que cette maestria de montage et de FX, elle est mise au service d'un propos et d'une structure parfaitement maîtrisée. Il connaît son sujet, il sait de quoi il parle, on ne se perd pas dans ce qu'il a à raconter, donc s'il y avait que la forme, sans doute il serait pas dans ce top, mais il y a aussi le fond. Encore une fois, le fait que ça ne soit qu'une partie 1 est assez frustrant, je dois bien le dire. Mais je vous invite quand même à la regarder, de regarder également sa vidéo sur Eminem qui a à peu près le même niveau de maîtrise de montage. Et puis je vous souhaite, comme moi, d'attendre avec impatience les parties suivantes de cette vidéo. Dance Till You Stop featuring Tom Cardy de Ninja Sex Party. Il n'y a pas beaucoup de chansons dans le top cette année, du fait que j'ai beaucoup galéré à choisir 50 vidéos, j'ai dû renoncer à certaines chansons qui m'ont beaucoup plu. Je pense à des chansons de Tonton Ductif. Je pense aussi à certaines chansons basées sur l'actualité. Il faut un cap clair, on va pas refaire la NUPES là. Il y a eu une inversion des rapports de force. Je suis en tête à gauche. Je suis en tête à gauche. Mais forcément, vous le savez, Tom Cardy, c'est un de mes musiciens chouchous. Ninja Sex Party, c'est également un groupe que j'affectionne tout particulièrement. En plus, cette année, on a eu droit à un nouvel album de Starbomb, donc je suis comblé. C'est très dansant, c'est très catchy, le texte est très drôle, le clip est très réussi. Je vais pas m'étendre davantage. Écoutez et voyez cette chanson. L'histoire folle de la meilleure toupie Beyblade de Tero. Pour être honnête, j'ai eu l'embarras du choix cette année vis-à-vis des vidéos de Tero, anciennement Teromic. Initialement, c'était un youtubeur très centré sur Yu-Gi-Oh! Et je me voyais mal vous parler de Yu-Gi-Oh! L'an dernier parce que bon, tout le monde ne s'intéresse pas à Yu-Gi-Oh! Mais cette année, Teromic a pas mal élargi l'angle de sa chaîne et a eu l'occasion de traiter un certain nombre d'autres sujets, tant et si bien que, il a fallu choisir entre cette vidéo, la vidéo sur la place des femmes dans la scène compétitive Yu-Gi-Oh!, la vidéo sur Dracofeu, la vidéo sur Bionicle. Au final, j'ai choisi sa vidéo sur Beyblade parce que j'en avais initialement vraiment rien à foutre de Beyblade. Même si j'y ai joué quand j'étais gamin, j'en avais, avant de voir sa vidéo, l'image d'un attrape-couillon pour enfants, en mode fais tourner ta toupie et puis vois qui c'est qui gagne, alors que c'est que du hasard, etc. etc. Teromic nous fait une vidéo assez édifiante sur la réalité derrière la compète de toupie Beyblade, à quel point c'est beaucoup moins du hasard que ce qu'on pourrait croire au premier abord, et à quel point la scène compétitive est passionnante à suivre. Ça va pas vous convertir à Beyblade, ça va sans doute pas vous donner envie de jouer à Beyblade, mais c'est une de ces vidéos qu'on lance en se disant vraiment j'en ai rien à foutre du sujet, et où on termine en mode putain mais c'était passionnant. Globalement, suivez le travail de Tero, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux vidéos que j'ai mentionnées. De mon côté, j'ai choisi sa vidéo sur Beyblade et je vous la recommande chaudement. Ne croyez pas cette vidéo de Cyprien. Bon, j'ai déjà parlé l'an dernier de ce que je pensais du travail de Cyprien, donc je vais essayer d'éviter les redites. J'aime beaucoup le travail de Cyprien et je reste admiratif aujourd'hui de son intégrité créative. C'est quelqu'un qui aurait pu arrêter de faire des vidéos il y a quand même un sacré bout de temps, qui aurait pu, pour rester dans le coup, s'adapter au concept qui marche aujourd'hui, qui aurait pu se contenter de rester sur ses anciens formats en boucle encore et encore et encore, comme un certain nombre de vieux créateurs qui n'ont pas réussi à se renouveler. Et justement, je trouve que Cyprien fait partie de ces trop rares créateurs qui ont réussi à se renouveler sans pour autant renier ce qui faisait le cœur de leur création. Cyprien cette année a sorti des chouettes vidéos, la vidéo sur les jeux de société m'a bien fait rire, sa vidéo sur les documentaires qui est assez acide m'a plu aussi, mais pour moi sa vidéo sur l'IA se dégage quand même du lot, c'est une vidéo qui a un propos que je trouve très intéressant, on a beaucoup parlé de l'IA générative cette année, on va continuer d'en parler en 2025, et d'ailleurs si vous demandez si je vais moi faire une vidéo sur le sujet, oui,
elle arrive, ne vous inquiétez pas. Je trouve le propos de Cyprien très juste et je trouve que justement, elle illustre assez bien ses convictions créatives. Bien sûr, on peut trouver ça naïf, bien sûr, on peut trouver ça bêta, ça dépend aussi un petit peu des sensibilités de chacun, et à l'heure où le méta un peu cynique a pris beaucoup de place dans notre industrie, ben ça m'étonne pas tant que ça que le public plus jeune trouve ça ringard. Mais pour peu qu'on soit sensible à cette démarche créative, eh ben je trouve la vidéo de Cyprien très réussie. Je vais continuer de suivre avec attention la suite de son travail et je vous encourage à en faire de même. Pourquoi on retraduit des livres de Jeannot se livre? Encore une chouette chaîne découverte cette année que celle de Jeannot se livre. Pas facile à dire, chouette chaîne. Jeannot se livre, vous l'aurez compris, c'est une créatrice qui parle de livres, de littérature, de l'industrie du livre. Elle nous donne des recommandations, mais elle dresse également des états des lieux sociaux, j'ai envie de dire, un petit peu sur la place du livre, l'état du monde de l'édition, etc., etc. Elle a sorti pas mal de chouettes vidéos cette année, et à vrai dire, j'ai hésité entre celle-ci et Le livre est-il politique, qui est un documentaire de plus d'1 heure que je vous recommande aussi. Mais forcément, pourquoi on retraduit des livres m'a plus parlé parce que bah justement ça parle de traduction et il y a un certain nombre de choses qui sont dites dans cette vidéo qu'on peut recouper avec le monde du doublage. C'est très intéressant d'entendre les éditeurs, les traducteurs parler de pourquoi ils ont fait tel ou tel choix, pourquoi ce choix peut être remis en question. Sachant que moi je parle régulièrement de redoublage, je pense qu'il y a des éléments de sa vidéo qui peuvent me servir de source bibliographique pour la suite. Il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes qui sont dites et je pense que même si comme moi vous avez pas lu un bouquin depuis très longtemps, eh ben vous pouvez y trouver votre compte. C'est vraiment une créatrice à suivre. Comment disparaître d'internet de Micode? Je suis le premier étonné à avoir du Micode dans ce top parce que même si les vidéos de Micode sont généralement de qualité, j'en ai jamais trouvé aucune suffisamment extraordinaire ou en tout cas qui se détachait du lot pour envisager de la mettre dans un top YouTube. Pourtant sa vidéo Comment disparaître d'internet m'a particulièrement plu parce que c'est vrai que je n'imaginais pas à quel point ça pouvait être une tâche ardue. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que je ne ferai que paraphraser ce qu'il explique très bien dans sa propre vidéo. Je vais me contenter de vous en recommander le visionnage et de vous dire que c'est intéressant de mettre cette vidéo en parallèle avec la conclusion de celle de Feldup concernant la thématique Internet n'oublie jamais. Il y a un peu de faux dans cette expression, mais il y a aussi un peu de vrai. Ciao Pantin, le jour où Coluche a arrêté de faire rire de Calmos. Bon, je n'ai jamais caché ma sympathie pour le travail de Calmos, hein. J'ai déjà eu l'occasion de parler de leur vidéo sur la tour Montparnasse infernale, qui est une vraie réussite. Cette année, ils ont sorti 2 masterclass. La première, c'est leur documentaire sur Francis Ford Coppola, que je vous recommande chaudement, mais j'ai préféré choisir la vidéo sur Ciao Pantin, que en plus on a eu la chance de projeter aux soirées YouTube. Bon, je vous parle beaucoup des soirées YouTube hein, dans cette vidéo, et je vais en reparler par la suite, hein, mais vraiment c'est un événement que je prends beaucoup de plaisir à organiser, donc si vous êtes en région lyonnaise ou pas trop loin, n'hésitez pas à venir. En plus c'est tous les mois et vous aurez l'occasion de découvrir des nouveaux créateurs ou de rencontrer ceux que vous aimez déjà. Fin de la parenthèse. Pourquoi j'ai choisi la vidéo sur Ciao Pantin? Bah parce que Calmos a décidé dans son format qui pourtant s'appelle rigolo de ne pas nous faire rire et puis de nous émouvoir aussi, et mine de rien c'est vrai que j'apprécie beaucoup d'être ému. C'est quelque chose que j'aime dans le cinéma, c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup sur YouTube, et je pense même que c'est encore plus difficile d'émouvoir quelqu'un sur YouTube, qui est un média un peu plus cynique, un peu plus amateur, un petit peu plus... enfin voilà, qui s'y prête moins. Calmos m'avait déjà ému avec sa vidéo sur Cuisine et Dépendance, dont la conclusion sur Jean-Pierre Bacry est assez touchante. Je trouve que la vidéo sur Ciao Pantin est encore plus réussie à ce niveau-là. C'est très intéressant, c'est très pertinent, et en plus c'est émouvant. Et ben du coup ça en fait une vidéo à regarder, un must-see de l'année même, oserais-je le dire. La star que personne ne connaissait, Lily Jean de Cléor. Cléor, c'est une créatrice que j'ai découvert en début d'année et je suis vraiment personnellement ravi de voir à quel point elle a glow up rapidement. C'est une créatrice drama et d'habitude je suis un petit peu méfiant de tout ce qui est drama, surtout drama du YouTube ricain.
J'estime que c'est pas vraiment un milieu qui me concerne et m'intéresse, mais je trouve que Cléor, déjà en parle très bien, de manière structurée, claire, pédagogique, on comprend assez vite de quoi il est question. Elle pointe de manière très pertinente les différentes problématiques un peu plus générales que génèrent les cas qu'elle aborde. Et puis je trouve qu'elle a très vite appris cette année de ses erreurs, qu'elle a assez vite corrigé les points techniques qui étaient perfectibles, et elle a acquis assez vite une légitimité à parler de certains sujets, à pointer du doigt certains cas problématiques, et je suis d'ailleurs assez content qu'elle commence à s'attaquer au YouTube français, et notamment à Jem Jem, qui a déjà été évoqué par d'autres youtubeurs. J'ai choisi sa vidéo sur Lily Jean parce que même si objectivement c'est pas la plus réussie, c'est celle qui a eu un plus long suivi sur le long terme, c'est celle qui a entraîné un long développement que j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre tout au long de l'année. Je dirais que Lily Jean est pour Cléor ce que David Michigan est pour Babor, l'ennemi juré, le ou la némésis. Et du coup, je vous invite à vous intéresser au cas de Lily Jean tel qu'il est présenté par Cléor. La quête de la manette parfaite de Nirozika. Petite vidéo sans prétention d'un petit créateur avec beaucoup de potentiel sur un sujet qui, encore une fois, était parti pour ne pas m'intéresser du tout. Pour moi, c'est vraiment la force des grands créateurs et ce qui permet de distinguer les meilleurs, c'est ceux qui arrivent à te faire t'intéresser à un sujet dont à la base tu te foutais royalement. Et c'est pour ça que les commentaires sous mes vidéos qui disent « à la base je m'en fous du doublage mais ta vidéo est trop bien », c'est ceux qui me touchent le plus. En l'occurrence, c'est une vidéo sur les manettes dans la scène compétitive de Smash Bros Melee, un jeu auquel je n'ai pas joué depuis au moins 15 ans. Autant vous dire que de base, ça ne m'intéressait pas du tout. Pourtant, il y a deux points clés dans cette vidéo qui m'ont fait la retenir pour ce top. La première, c'est tout simplement le propos de la vidéo et le fait que c'est très bien raconté, très bien expliqué, très clair, et que même si on n'a aucune compétence technique, on comprend parfaitement de quoi il est question. Mais en plus, encore une fois, il y a une vraie maîtrise du montage. Je suis vraiment étonné de voir des créateurs qui ont démarré il y a pas si longtemps, qui n'ont pas tant que ça d'abonnés et qui pourtant ont déjà une maîtrise du montage que je trouve assez admirable. Après, peut-être que c'est moi qui n'ai pas suffisamment progressé, qui m'ai pas suffisamment formé et que ce que je trouve admirable est en fait aujourd'hui à la portée du premier venu, je ne sais pas. Mais en vrai, je pense pas, hein. En toute humilité, je pense que même un monteur professionnel, formé sur des outils modernes, etc., se dira devant cette vidéo, ok, il y a du talent. Donc Nirozika, tu as du talent, GG à toi, et je suivrai tes prochaines vidéos avec attention. J'ai cherché la meilleure case du Monopoly de Safiro. Là encore, une vidéo au sujet assez inattendu d'un jeune créateur dont je n'avais pas entendu parler jusqu'à maintenant, sur un sujet que je n'imaginais pas trouver passionnant et qui finalement m'a bien séduit. Faut dire que je suis une des rares personnes de mon entourage à encore aimer jouer au Monopoly. Bon, après, mine de rien, les qualités de cette vidéo sont pas vraiment les mêmes que celles de la vidéo sur la manette parfaite, hein. Là, il n'est pas tant question de maestria de montage, au contraire, le montage est assez classique. Par contre, il y a une vraie maîtrise de la narration, hein. Ce mec a visiblement fait des recherches disproportionnées pour une question en soi assez simple, mais son travail est étudié, documenté, pertinent, et à la fin on se dit bah ouais, mine de rien, c'était évident. Mais il a quand même fallu que quelqu'un fasse des recherches et se casse le cul sur un sujet a priori inintéressant pour qu'on en vienne à trouver cette évidence évidente, parce que mine de rien, avant de regarder cette vidéo, je me serais pas douté des conclusions de celle-ci. Et pourtant, encore une fois, j'aime bien le Monopoly. Alors je connais pas tellement ce créateur, j'ai pas regardé les autres vidéos de sa chaîne, donc peut-être que je fais fausse route, mais moi j'ai l'impression de voir dans cette vidéo une démarche qui me plaît pas mal, à savoir que si on a envie de parler de ce sujet, on en parle, qu'il ait un potentiel public ou non. Peut-être que je sous-estime le potentiel commercial d'un tel sujet, alors que le vidéaste, lui, l'avait bien cerné, et peut-être que je me fais des idées. Mais moi, j'ai envie de penser que ce sujet était complètement idiot et contre-productif, mais que ce vidéaste a décidé de le traiter quand même parce qu'il y avait des choses intéressantes à dire dessus. Et mine de rien, je trouve ça important dans le processus créatif sur YouTube, et je pense que j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais il faut faire des vidéos qu'on a envie de faire, et surtout qu'on aurait envie de voir si on était spectateur. Est-ce que Safiro l'a fait en toute connaissance de cause, ou au contraire est-ce que c'est un calcul cynique? Le mystère reste entier. Safiro, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à en parler. Mais dans tous les cas, j'ai trouvé cette vidéo passionnante et je vous la recommande. Y'a quoi derrière la porte featuring Eric et Ramsey et Mr V de Squeezie?
Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé de me limiter sur les gros créateurs et je n'ai évoqué jusque-là que Feldup et Cyprien qui ont accouché de 2 vidéos qui me parlent et qui me touchent. Mais évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de la vidéo de Squeezie avec Eric Ramsey que je trouve à hurler de rire. L'an dernier, j'avais mis dans mon top le Qui est l'imposteur avec Eric Ramsey. Maintenant, je mets cette vidéo-là. Je commence à penser qu'il suffit qu'Eric Ramsey soit dans une vidéo pour en faire une masterclass. Le fait est que Eric et Ramsey sont 2 personnes très drôles, qui interagissent très bien ensemble. Le fait est que Eric et Ramsey est l'un des rares duos comiques à n'être pas tombé dans la ringardise, à ne pas faire partie de ces duos qui capitalisent sur leur vieux succès, à ne pas faire partie de ces duos qui se sont séparés dans la douleur. Enfin si, ils se sont séparés, mais ils se sont retrouvés et ça fait chaud au cœur. Donc oui, bien sûr que avoir Eric et Ramsey dans sa vidéo, c'est déjà un bon point. Mais ça suffit pas. Non, ce qui fait la grande qualité de cette vidéo, ou en tout cas ce qui l'a rendue particulièrement marquante à mes yeux, c'est à quel point elle tire parti de tous ses participants. C'est-à-dire que c'est pas un Fit and Fun standard où on pourrait remplacer Eric et Ramsey par n'importe qui d'autre et ça marcherait. Non, c'est bel et bien le fait que ce soit Eric et Ramsey, et même Squeezie et Mr V, et le fait que ce soit spécifiquement des défis, des idées qui ont été conçues spécifiquement autour d'eux, qui rend cette vidéo particulièrement réussie. Évidemment, j'ai halluciné de rire devant le passage sur l'accent chinois de la tour Montparnasse infernale. C'est d'autant plus drôle quand on est conscient que Squeezie fait très attention à ne froisser aucune communauté dans ses vidéos. Le fait de raser le crâne de Squeezie alors qu'on sait qu'il complexe énormément sur ses cheveux, sur sa calvitie, etc. Mais surtout le fait qu'on sache que les Dalton a été une très mauvaise expérience pour Eric et Ramsey, qui rend la dernière séquence particulièrement savoureuse. Bref, tout est bien conçu. Les invités sont bien choisis et tout a été conçu autour des invités. C'est pas un simple Fit and Fun, c'est le Fit and Fun. Pour moi, Squeezie ne pouvait pas choisir meilleure vidéo pour son retour et de fait, tout ce qui a suivi derrière est apparu comme un peu fade. Son truc autour des intelligences artificielles, son détecteur de mensonges, justement ça fait partie de ces Fit and Fun qui ne tirent pas vraiment parti de ses invités, où ces invités auraient pu être remplacés par d'autres invités, là où le y'a quoi derrière la porte avec Eric et Ramsey est vraiment ce que Squeezie, à mon sens, a pu produire de mieux, en tout cas dans ce domaine. Du coup, oui, ça en fait une des vidéos de l'année, et si vous l'avez pas vue, vous pouvez la voir, si vous l'avez déjà vue, vous pouvez la revoir, et si vous l'avez déjà vue plusieurs fois, vous pouvez quand même la revoir une fois de plus parce que ça reste rigolo au fur et à mesure des visionnages. Qui est le meilleur papa featuring Joyka de Théo Babac? J'aime vraiment beaucoup Théo Babac, j'aime vraiment beaucoup son travail, j'aime beaucoup le regard qu'il a sur son travail, sur son évolution sur YouTube, sur le monde de YouTube dans lequel il a été intégré et a progressé très vite, peut-être trop vite, en tout cas il en a conscience et ça ne m'étonne vraiment pas qu'il se soit si bien entendu avec Feldup. Quand j'ai parlé tout à l'heure de la vidéo de Feldup, j'ai évoqué le regard qu'il avait sur le YouTube Game qui me parlait et qui me touchait particulièrement. Lui aussi a envie de s'en détacher, lui aussi a envie de continuer à créer pour créer, que ce soit le désir créatif qui guide son travail. Et Théo Babac est exactement dans la même démarche, même si sa démarche prend une forme très différente. Théo Babac fait des Fit and Fun parce qu'il sait que c'est ce qu'on attend de lui, il sait que c'est ce pourquoi on l'a beaucoup invité dans d'autres Fit and Fun, mais en même temps il essaye de donner sa touche absurde dans les Fit and Fun, son côté roots, son côté décalé, on peut le voir dans ses batailles 2, on a pu le voir dans son Black Club, et c'est ce qu'on peut retrouver dans les parenthèses de lucidité qu'on peut observer dans cette vidéo. Oh, je pensais à un truc là. Ouais. Est-ce que t'aimes faire ça? Bah non, enfin... pourquoi tu le fais? Bah c'est sur YouTube. Ouais, on s'en fout ça, faut que tu fasses des choses qui te plaisent. Ouais voilà, c'est ça dont je parle. T'aimes bien ça? J'aime pas le paintball, ça fait mal. Pourquoi tu le fais? Bah je sais pas, c'est la vidéo, elle est comme ça. Et t'es pas obligé de... Allez! À ce titre, je trouve assez courageux de la part de Joyka d'avoir participé premier degré à ces parenthèses, parce que mine de rien, il est l'incarnation de ce YouTube Fit and Fun mainstream aujourd'hui. Théo Babac, il en parle régulièrement sur les réseaux, il veut refaire le Babac Show, qui est un sketch show, donc pas le truc le plus facile à produire sur YouTube. Et je pense qu'il est conscient du contraste entre ce que les gens attendent de lui, de ce que son public qu'il a découvert sur le tard attend de lui, et ce qui, lui, le fait kiffer en tant que créateur, et à quel point, en même temps qu'il en joue, en même temps qu'il y prend du plaisir, ça le frustre, etc. T'as aimé ce que t'as fait? Là, tout de suite. La vidéo?
Non, 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 du tout. Mais c'est YouTube. Enfin, tu connais. Non, c'est pas YouTube. Comment ça? Non, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas YouTube. Ça, c'est pas YouTube. Si tu fais un truc que t'aimes pas, c'est pas YouTube, c'est pas ça. Mais c'est la Non. méta. Tu te trompes, y a pas de méta ou je sais pas quoi. Y a pas ça à suivre. Faut que tu fasses des choses que t'aimes toi. T'aimes ça? Non. Bah fais-le pas. Bon, je vais pas faire de la psychologie de comptoir, je pense que Théo Babac est une personnalité assez complexe et j'adorerais discuter avec lui de son rapport à la création. Peut-être aussi qu'il exagère un petit peu ça dans ses vidéos, après tout je ne le connais pas, je ne suis ni son ami, ni son psy. Peut-être que je surinterprète à tort, donc je vais pas m'avancer plus que ça. Mais dans tous les cas, je trouve que le propos qu'il développe à travers les vidéos qu'il a sorties cette année est très intéressant et j'ai hâte de voir où tout ça va le mener. Théo, si tu vas pas bien, je te souhaite d'aller mieux, et si tu vas très bien et que tout cela t'amuse, bah je te souhaite de continuer à t'amuser pour qu'on puisse se dire dans quelques années « Ah là là, il nous a bien eu !» Gus versus Literally Everyone de Alternative Cuts. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aurait des maestrillas de montage dans cette vidéo, en voici une, Gus versus Literally Everyone. Alternative Cuts, c'est une chaîne qui fait pas mal d'édits autour de Breaking Bad et qui le fait très bien. J'ai découvert cette chaîne avec la série Breaking Kitchen, qui est un détournement de Hell's Kitchen de Gordon Ramsay, où il a incrusté des personnages et des répliques de Breaking Bad et ça colle tellement bien que c'est absolument hallucinant. Il en a fait d'autres cette année, j'ai souvenir de Breaking Bad mais où personne n'est prudent, que je trouve trop drôle. Mais une des vidéos que je trouve le plus réussie, c'est Gus versus Literally Everyone, qui est une scène où Gus avance et où littéralement le monde entier lui en veut. Je suis toujours étonné d'à quel point tout marche en termes de rythme, mais surtout en termes de VFX. C'est une courte vidéo, donc je vais pas épiloguer dessus pendant 10 ans. Voyez cette vidéo, voyez cette chaîne, c'est trop bien. Bon, on en est à peu près à la moitié de ce top, et avant de continuer, j'avais envie de faire une petite parenthèse, un segment dans lequel j'aimerais vous présenter le travail d'une dizaine de petits créateurs. Je mets petits entre guillemets parce que je me suis fixé comme limite 50 000 abonnés, ce qui est quand même déjà pas mal pour un certain nombre de créateurs. Je pense quand même que c'est majoritairement des gens que vous ne connaissez pas, j'avais envie de leur donner un petit peu d'exposition, de parler de leur travail, qui parfois est encore un petit peu perfectible, c'est pas encore tout à fait ça, et ça fait que ils ont pas trouvé leur place dans le top, mais j'ai quand même envie de les encourager, j'ai quand même envie de soutenir leur travail et de parler d'eux pour peut-être justement les pousser à continuer dans cette voie afin que peut-être ils soient dans le top de l'année prochaine. En tout cas, j'étais frustré qu'ils ne soient pas dans celui de cette année et j'avais envie de vous en parler, ne serait-ce que brièvement. Eux pour le coup sont pas forcément dans l'ordre chronologique, mais c'est pas grave, c'est parti. Les batailles du Nutri-Score de Avide de Recherche, une chaîne que j'ai découvert là encore cette année. C'est une vidéo que j'ai trouvée très intéressante qui tord un petit peu le cou à certains a priori et certaines idées reçues qu'on a sur le Nutri-Score. C'est une vidéo qui nous permet d'ailleurs de voir que ces a priori qu'on a ne sortent pas de nulle part. À la fois vulgarisation, à la fois debunk, je trouve que c'est des vidéos qui sont encore perfectibles mais qui ont beaucoup de potentiel, donc suivez le travail de Avide de Recherche. Le meilleur film sur l'école en France de Game Focus, une chaîne qui parle de cinéma et de politique. Alors je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il a quand même sorti des vidéos très intéressantes, notamment sur la mort du DVD Blu-ray, une vidéo que je vous recommande, surtout si vous aimez comme moi le support physique. En l'occurrence, j'ai choisi cette vidéo sur l'école parce que je l'ai trouvée particulièrement éloquente. N'hésitez pas à suivre son travail, c'est de la bonne. Son Goku, un personnage incompris de Alex Lockhart. Alors je suis toujours assez réticent et prudent quand il s'agit de chaînes qui parlent d'animé et de manga, parce que je trouve que souvent ça tourne assez vite en rond et ça part dans des théories pas très intéressantes et basées sur rien. Mais en l'occurrence, j'ai trouvé l'analyse de Alex Lockhart sur le personnage de Goku assez inédite dans le paysage francophone. À mon sens, il évite de tomber dans certains écueils du genre. Ça me rend assez curieux du reste de son travail. Étant donné qu'il a fait beaucoup de vidéos sur Arcane et que je n'ai toujours pas vu Arcane, bah pour l'instant, j'ai pas grand chose à me mettre sous la dent, mais j'espère qu'il continuera à me surprendre à l'avenir. Cro-Blanc lave plus blanc que blanc de Irascible. Alors pour le coup, je connaissais déjà Irascible de nom, mais je n'avais jamais eu l'occasion de regarder vraiment son travail. Sa vidéo sur Cro-Blanc est, je trouve, aussi pertinente que drôle, ce qui est un équilibre pas toujours évident à gérer. Sa deuxième vidéo sur le sujet est tout aussi réussie, donc si vous aimez le rap, ou même j'allais dire si vous aimez pas le rap, eh ben vous pouvez regarder sa vidéo qui est une belle réussite. La honte nationale qui est Luc Besson de l'Archevêque. Alors si j'en crois les commentaires, la vidéo a été très critiquée, à mon sens elle est au contraire plutôt bien écrite
écrite et pertinente. Il y a de grosses lacunes techniques qui me paraît très important de corriger à l'avenir, mais il y a quand même un potentiel que je tenais à souligner et à mettre en valeur. Je suivrai la suite de son travail avec attention. Le film qui a influencé tout le rap FR de Nizos, un petit youtubeur rap là encore qui nous parle de Fight Club et de toutes les références qu'on peut retrouver à Fight Club dans le rap français. Alors j'avais peur que ce soit une simple énumération sans intérêt, mais même si Nizos enfonce quelques portes ouvertes, la vidéo reste intéressante, pertinente, bien écrite et même parfois assez drôle, ce qui est pas évident hein. J'ai vu cette année plein de youtubeurs débutants essayer de faire de l'humour et rater lamentablement. Lui, bon, il y a encore des progrès à faire, mais globalement, c'est plutôt marrant. Donc, continue, Nizos, c'est plutôt cool ce que tu fais. Le meilleur film de Noël, tout simplement, de Le Puits Animé. Alors, c'est une chaîne que j'ai découvert l'an dernier qui parle de cinéma d'animation. Il y a une maîtrise technique, il y a une maîtrise d'écriture. Il sait de quoi il parle, il en parle bien, c'est bien structuré, c'est assez clair. Ça manque selon moi du petit éclair de génie qui ferait de cette chaîne un indispensable, mais ça reste quand même une chaîne à suivre de très près pour peu que le sujet vous intéresse. L'histoire du jeu de cartes originel Magic the Gathering de Miss Menid. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un tout petit youtubeur. Il s'est lancé il y a 2 mois avec cette vidéo qui fait quand même 10 000 vues, donc c'est pas mal pour un jeune youtubeur. Même si en soi on n'apprend pas grand chose, même si en soi il y a quelques lacunes techniques qu'il est important de combler, il y a quand même du potentiel et j'avais envie de lui donner un petit peu d'exposition. Miss Menid persévère dans cette voie. Décryptage du mythe de la sorcière féministe de Qu'est-ce qu'on lit. Alors d'habitude j'ai un petit peu de mal avec ce genre de long format qui fait plus podcast que YouTube. J'ai l'impression que l'aspect vidéo n'est pas suffisamment mis à contribution, mais le contenu est très intéressant, l'écriture est assez soignée, donc une créatrice de plus à suivre dans les mois à venir. Et enfin, ce mec n'a rien compris au porno React Taomé de Calamité. Calamité, c'est une créatrice de contenu qui opère à la fois sur YouTube et sur des plateformes pour adultes, et elle a ce projet un peu ambitieux de mêler les codes des différentes plateformes, de faire du contenu réellement transmédia et de créer des ponts entre ces deux univers très cloisonnés. J'ai choisi cette vidéo parce qu'en plus d'être très intéressante, je la trouve très drôle, mais globalement je vous invite à suivre ses créations en général. C'est une créatrice assez iconoclaste qui a envie, j'ai l'impression, de dynamiter le game et j'ai très hâte de suivre ça. Bien, c'est la fin de cette petite parenthèse et avant de passer à la suite, j'aurai une question complètement con. Est-ce qu'il serait pas temps de changer de t-shirt? Ah, je vous avais prévenu que c'était une question complètement con, hein. Bon, pour ceux qui débarquent, hein, c'est juste que ce t-shirt là, ce t-shirt Star Wars, c'est un t-shirt que j'ai porté pour la première fois dans mon top de début d'année en 2017, 2018, 2019. Au bout d'un moment, je me suis dit que ça faisait partie de la charte graphique et de l'identité de la chaîne, sauf que en vrai... Est-ce que c'est vraiment le cas? C'est un t-shirt que je porte jamais en dehors des tops de l'année. Ce t-shirt, il s'est un peu flétri, hein, le tissu est abîmé, voilà, il est moins svelte, il est moins resplendissant. Et puis j'ai pris un peu de poids aussi, hein, il doit sans doute plus aussi bien m'aller qu'en 2015. Et puis pour couronner le tout, Star Wars, j'en ai un peu rien à foutre, hein. J'ai choisi le t-shirt parce qu'il était joli, mais c'est pas un univers de fiction qui m'attire particulièrement. Bon, je me fais sûrement des idées, hein, vous en avez sans doute rien à foutre de ce t-shirt. Mais il y a une partie de moi qui se dit que je l'ai tellement porté dans chaque top de début d'année que si un jour je dois le changer parce que je l'ai paumé, ou parce que je l'ai déchiré, ou je sais pas quoi, ça va créer un mouvement de panique. Non, pas un mouvement de panique, mais vous avez l'idée. Du coup, je me dis pourquoi ne pas crever l'abcès tout de suite, pourquoi ne pas décider maintenant tous ensemble de changer de t-shirt. Genre un que je mets plus souvent, genre celui-là, là. Ouais, pas mal. Bon, je vais le porter pour le reste de la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Chute libre, pourquoi on pète les plombs de Bolchegeek. Sacrée vidéo que celle sur Chute libre, concoctée par la team Bolchegeek, et je dis la team parce que de l'aveu de Benjamin Patineau Bolchegeek, c'est aussi un peu la vidéo de Ace Modet qui l'a montée entièrement. Ça faisait un moment que j'entendais parler du film Chute libre, qui date des années 90, qui est réalisé par Joel Schumacher avec Michael Douglas, donc je me disais ok, c'est un film de son époque, etc., etc. En réalité, il n'a jamais été aussi actuel qu'aujourd'hui. Enfin, il a toujours été actuel, enfin bref, c'est un film qui a marqué un imaginaire hier comme aujourd'hui. La team Bolchegeek se sert, j'ai envie de dire, du prétexte du film pour revenir sur tous les éléments sociaux et sociétaux que le film traverse ou évoque, et croyez-moi, il y a un certain nombre de choses. La vidéo dresse un portrait de Defense, le héros de Chute libre, et essaye de comprendre qu'est-ce qui a pu amener à la construction d'un tel personnage, pourquoi on a envie de s'identifier à lui, et pourquoi on a
malgré tout envie de garder nos distances avec lui. La vidéo réexplore le film du début jusqu'à la fin, donc si vous n'avez pas vu le film, c'est pas grave, vous allez le découvrir à travers la vidéo. Mais pour autant, vous pourrez parfaitement le découvrir en tant que film après, soyez rassurés. Et si vous l'avez déjà vu, eh ben, ce sera un plaisir de reparcourir sous un œil nouveau un petit peu toute l'histoire de ce film. Parce que oui, il y a l'histoire du film, mais il y a aussi l'histoire du film. Vous m'avez compris. J'en suis sûr, vous m'avez compris. J'aime beaucoup les vidéos de Bolshevik, hein, c'est pas une nouveauté, et celle-ci est, je pense, la meilleure qu'il a pu sortir cette année. Pourtant, il y avait du haut niveau, croyez-moi. Peut-être parce que ça parle de cinéma, de société, peut-être parce que c'est un film que j'apprécie, peut-être parce que c'est une belle synthèse du travail de Bolshevik, de Ace Modé, peut-être que c'est un peu tout ça à la fois. Mais en tout cas, c'est une vidéo qui se dévore sans aucune hésitation. La quête pour finir un jeu infini de Combo. Il y a eu un paquet de bonnes vidéos storytelling speedrun cette année, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai choisi cette vidéo, mais j'aurais pu parler de Josplay, de Nionx, qui a renouvelé un petit peu l'exploit de sa première vidéo dont j'avais parlé l'an dernier, de Kellyanne. Il y a plein de youtubeurs storytelling speedrun qui ont attiré mon attention cette année. Alors pourquoi parler de celle de Combo, qui est un youtubeur qui a déjà une assise dans le domaine et qui a pas forcément besoin d'un coup de projecteur? Et bien parce que c'est tout simplement l'histoire que j'ai retenue, l'histoire de ce 100% qui paraissait infaisable et qui a été bouclé à quelques heures de la fin. C'est un défi qui semblait vraiment irréalisable, qui a été réalisé, l'histoire est belle, j'ai envie de dire. Donc pour moi ça suffit à mettre cette vidéo en exergue dans mon classement. Combo maîtrise l'art du storytelling, ça c'est pas une nouveauté, et qu'il mette ce savoir-faire au service de cette histoire est un vrai plaisir à découvrir. Documentaire sur le doublage On m'a volé ma VF de Lucastol. Alors, pour commencer par une évidence, On m'a volé ma VF est la meilleure vidéo qui ait pu être produite sur le monde du doublage. C'est un documentaire qui est très bien écrit, qui est très bien filmé, qui est très bien produit, qui est très bien rythmé, qui donne une multiplicité de points de vue qui est assez admirable, qui évoque en un temps assez réduit, mine de rien, un nombre colossal de sujets, sans jamais être trop superficiel. Il arrive à évoquer des sujets qui étaient considérés jusqu'à maintenant comme tabous, je pense à la grève des années 90, il a le mérite de donner la parole à des gens qui l'ont fait et qui regrettent, qui l'ont pas fait et qui l'affirment et qui en sont fiers, etc. Et je trouve que c'est assez fou de pouvoir donner tout ça dans un seul et même film. Je suis d'autant plus content que j'ai eu la chance d'y participer et que je suis agréablement surpris de voir ce qu'il en a retenu. Parce que le piège quand on fait un documentaire sur un milieu en danger qu'on estime et qu'on apprécie, c'est d'être un peu trop laudatif, de brosser un petit peu trop dans le sens du poil, de ne parler que des beaux aspects du milieu, et c'est quelque chose que je reproche à certaines autres productions qui parlent de doublage. Lucas a eu l'audace d'évoquer un certain nombre de sujets avec encore une fois un certain nombre d'intervenants qui vont à contre-courant de ce qu'on a envie et ce qu'on a coutume de dire sur le métier, et il a gardé un passage de mon interview où je dis que bon, faudrait peut-être arrêter de se prendre la tête avec le mot doubleur. Je suis content aussi qu'il ait gardé le moment où j'ai parlé d'adaptation, je trouve que c'est peut-être la seule lacune du film. Comme beaucoup d'autres productions qui parlent de doublage, il est très centré sur les comédiens, on a tendance un petit peu à sous-estimer le travail d'adaptation, le travail de montage, de mixage, qui sont des vrais moments importants dans la conception d'un doublage. Mais sincèrement, je suis admiratif de tout le travail accompli, et quelque part je suis soulagé. Je suis soulagé parce que ça faisait un moment qu'on me demandait une vidéo sur la grève du doublage, et ça faisait un moment que je me disais c'est très difficile à faire parce qu'il faudrait que j'arrive à interviewer des gens qui ont envie d'en parler, que j'obtienne un petit peu leur confiance, qu'ils acceptent de me livrer des avis qui peuvent parfois être à contre-courant. J'ai envie que toutes les voix soient audibles alors que c'est un sujet encore tabou, etc. Et parfait, j'ai plus besoin de le faire puisque Lucas l'a fait d'une certaine manière que je ne pourrais jamais égaler. Et j'en suis vraiment ravi, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est youtubeur, on est son propre public, et on doit réaliser des vidéos qu'on aimerait voir en tant que spectateur. Il faut qu'on fasse des vidéos qui, selon nous, manquent, ou en tout cas manquent au YouTube francophone. Et tout comme j'ai applaudi le travail de Publius Caedus, qui a sorti une vidéo sur la VF de Star Wars beaucoup plus exhaustive et beaucoup plus réussie que je n'aurais jamais pu le faire, et ben j'applaudis le travail de Lucastol, qui a
réussi à faire, à mon sens, un documentaire brillant. Donc vraiment, moi je suis admiratif de ce boulot et de ce documentaire qui va devenir, je l'espère, une référence quand il s'agit de parler du milieu du doublage. Et je suis sincèrement honoré et touché que Lucas m'ait donné la parole dans ce documentaire et ait conservé des passages que je trouve très à propos, en tout cas au moment où il les a placés dans son documentaire. Donc vraiment, merci beaucoup Lucas de m'avoir intégré à ton projet. Je te souhaite le meilleur pour tes futurs projets. Même si entre nous, je trouve ton dernier projet centré sur l'IA discutable. Tiff, l'Odyssée d'un Algérien en exil de Yanis le rap en mieux. Mais c'est pas possible, là, tout le monde s'est décidé à sortir les meilleures vidéos de l'année en juin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vous ai raconté l'année passée comment j'avais petit à petit découvert la sphère du YouTube rap, alors que le rap ne m'intéresse pas du tout. Eh bien j'ai continué de creuser le sujet cette année, que ce soit dans la chaîne du potager de Viens on discute, mais aussi et surtout celle de Yanis, le rap en mieux. Cette année il a sorti Masterclass sur Masterclass, ça a été très difficile de choisir. J'aurais pu parler de son flop 10 qui est à la fois un très chouette travail de pastiche de C'est arrivé près de chez vous, mais qui est aussi très drôle dans son écriture, dans sa manière de critiquer un certain nombre de trucs rap. On a eu l'occasion de le projeter là encore aux soirées YouTube et il y a des passages où vraiment le public était cloué au sol. Il a aussi sorti Le rap agonise et c'est de notre faute qui est aussi un banger. Mais j'ai choisi de retenir sa vidéo sur Tiff qui est un artiste que je ne connaissais pas du tout. Yanis en dresse un portrait que je trouve passionnant et hyper intéressant. Mais Yanis en profite aussi pour nous raconter l'histoire de l'Algérie que je ne connaissais pas du tout. Je m'étais jamais vraiment intéressé à l'histoire de ce pays en dehors de la période Algérie française qu'on a apprise au lycée. On les a colonisés, on les a envoyés à la guerre, ils en ont eu marre, on leur a rendu leur indépendance. Pour un lycéen français, l'histoire s'arrête ici. Croire à l'histoire officielle, c'est croire des criminels sur parole. La vidéo de Yanis m'a ouvert les yeux sur l'histoire de l'Algérie, vraiment je n'imaginais pas tout ce qui avait pu se passer dans ce pays. Du coup j'ai découvert vraiment énormément de choses sur les Algériens et leurs ressentis, qu'ils soient nés là-bas ou en France. Pour moi c'est ce qui fait la force et qui rend cette vidéo de Yanis absolument unique, c'est que c'est une vidéo sur Tiff mais c'est aussi une vidéo sur lui. Et au-delà de mon envie d'encenser le travail de Yanis et de vous recommander très chaudement cette vidéo, je voulais en profiter pour parler un petit peu de cette trend, si j'ose dire, des portraits d'artistes. Alors le storytelling musique et plus globalement les portraits d'artistes, c'est pas un truc qu'ont inventé les youtubeurs rap, ça existe dans plein de domaines et dans plein de styles. Certains choisissent de le faire sous l'angle de l'humour, d'autres choisissent de le faire sous l'angle de la société, de la politique, de qu'est-ce que ça dit sur l'industrie. Il y en a qui en font des simples vidéos de divertissement et c'est très cool aussi. L'an dernier j'avais prédit que cette trend du storytelling allait se renforcer et franchement j'ai eu raison. Mais dans cette trend il y a vraiment deux visions du storytelling qui s'opposent d'après moi et je pense qu'on y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo. Il y a ceux qui ont un schéma, une recette, qui savent que en parlant de telle manière, de telle personnalité, en évoquant ces points, dans cet ordre, de cette manière, en soignant cette transition, etc., ça va marcher et que c'est une recette qu'ils peuvent reproduire ad vitam aeternam. Et il y a ceux qui arrivent à faire de l'histoire d'un autre une histoire plus grande et pourquoi pas la leur. Je précise que ce que je dis là, c'est pas un jugement de qualité, il y a des très bons storytellers avec une recette, Seb, je pense que aujourd'hui il a sa petite recette, il sait comment raconter telle histoire de tel artiste et franchement c'est toujours plaisant. Mais selon moi, les vrais masterclass, les vidéos qu'on peut réellement mettre sur un piédestal, les vidéos qui nous restent à la fin de l'année, ne peuvent provenir que de la catégorie des raconteurs qui racontent autre chose à travers l'histoire de la personnalité dont ils retracent le parcours. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette vidéo de Yanis, parce que, d'après moi, elle rappelle ce point essentiel. Ainsi s'éteint la liberté de Le Troppeur. Alors à ma grande surprise, j'ai pas été marqué par tant de vidéos que ça qui parlaient de la dissolution et des élections. Pourtant c'était un moment très important et même capital de notre vie démocratique cette année. Il y a eu une forte mobilisation, mais elle a pas forcément eu lieu sur YouTube. Peut-être parce qu'on a été tous un peu pris de court par cette dissolution et qu'il a fallu agir vite et que c'était pas forcément le meilleur moment pour sortir des longues vidéos fleuves pour retracer un petit peu cette période particulière. Du coup j'ai choisi cette vidéo du Troppeur qui relie astucieusement des éléments narratifs pivots de la prélogie Star Wars et ce qu'on vivait en France à ce moment-là. Alors ok, Jar Jar est très énervant, je te l'accorde, mais c'est les médias qui le diabolisent aussi tout le temps là. Jar Jar par-ci, Jar Jar par-là, il était même pas candidat. Mais non mais les médias ils s'en prennent tout le temps à Palpatine.
Il est invité littéralement tous les soirs sur les plus grandes holochaînes. Ouais, mais pas sur Naboo, alors que c'est de là qu'il vient. Ben peut-être que sur Naboo, on considère qu'inviter un site, c'est dangereux pour la République. Y a plus de République, c'est l'Empire maintenant, avale ton seum. Cette vidéo, je la trouve drôle, cette vidéo, je la trouve bien écrite, bien pensée, mais aussi cette vidéo, elle m'a rappelé mes cours d'histoire au lycée. Il y a eu un moment dans ma scolarité où on nous a fait étudier la propagande, et notamment la propagande nazie. Et on avait tous, élèves à l'époque, réagi en disant « Putain, c'est trop gros quand même, ce qui est affiché, c'est quand même un peu abusé, comment ils ont fait les Allemands pour se laisser avoir par ce truc ?» Et je me souviens que notre prof d'histoire nous avait un peu rappelé à l'ordre en disant « Mais si ça arrivait en France aujourd'hui, vous pensez vraiment que vous seriez plus malin que ça? Que vous seriez aussi alerte si ce genre de choses arrivait? Si l'espace médiatique était envahi d'idées reçues qui finissaient par faire leur petit bout de chemin, vous pensez vraiment que vous seriez à l'abri parce que vous avez le bon sens et que vous êtes alerte? Pas forcément. Mais tu m'emmerdes à me donner des leçons là, t'es qui pour m'engueuler? Mais je t'engueule pas, je suis juste énervé parce qu'on a les Sith au pouvoir et que les Jedi sont en train de se faire massacrer. Ouais bah tu cries. Mais je crie parce que j'ai peur. Pour moi, pour les gens que j'aime, pour toi aussi, même si tu crois que ça te retombera jamais dessus. Et en fait, cette vidéo du Tropper m'a un petit peu rappelé ça, et j'ai trouvé ce dialogue assez savoureux. La naissance des Guignols de l'info, les chroniques de Mea. Mais cette vidéo de Mea, c'est... Comment dire? Bon, je vais pas avoir l'air très modeste en disant ça, mais... Jusqu'à la vidéo de Mea, j'étais persuadé de tout savoir des Guignols de l'info. Évidemment, j'ai pas une connaissance encyclopédique, je connais pas tous les sketchs qui n'ont pas été publiés dans des best-of, il y a des gens qui sont vraiment des monstres qui connaissent chaque sketch et tout, mais je pensais quand même connaître sur le bout des doigts l'histoire de l'émission, de ses auteurs, de comment telle personne a été recrutée par qui, de qu'est-ce qui a construit la forme définitive de l'émission, bref, j'ai vu un certain nombre de documentaires, j'ai lu un certain nombre de bouquins, je pensais être vraiment calé sur le sujet. Et cette vidéo de Mea est une belle leçon d'humilité parce qu'elle parvient à nous rappeler, encore une fois avec son brio bien à elle, que en fait, tu ne sais rien, j'en neige. Alors cette vidéo est une grande réussite comme toutes les vidéos de Mea, mais elle m'a marqué à sa façon, aussi parce que, en fait, Mea prouve avec cette vidéo, en tout cas me prouve avec cette vidéo, que ces vidéos seront toujours géniales, seront toujours passionnantes, seront toujours brillantes, qu'on connaisse le sujet ou pas. J'aime énormément le travail de Mea et j'aime notamment les vidéos qui sont sur des films que je connais pas du tout. J'aime aussi énormément ces vidéos sur des films que je connais, que j'ai vus, mais dont j'estime ne pas forcément connaître bien la genèse. Avec sa vidéo sur les Guignols, Mea me démontre par A plus B que même si je pense connaître par cœur le sujet, elle arrivera toujours à faire une masterclass qui me plaira, qui me satisfera et qui m'enchantera, quoi qu'il arrive. Donc bravo Mea, merci Mea d'exister, ton travail est génial. Continue meuf, continue, je t'en supplie, continue de faire des vidéos. Le YouTube francophone ne peut décemment pas se passer de toi. Vidéo suivante, et j'hallucine de voir que ces deux vidéos se suivent dans l'ordre chronologique de mon top. Les Marioles de Blast 2. Alors je vais ici parler une dernière fois des Marioles parce qu'on me l'a beaucoup demandé et pour clôturer le sujet une bonne fois pour toutes. Les Marioles, c'était un projet que Blast nourrissait depuis plusieurs années et qui visait à ressusciter, si ce n'est l'émission des Guignols de l'info, en tout cas son esprit. Le projet a été crowdfundé en 2022 et 2023 et j'avoue que le projet sur papier me plaisait énormément. Ils sont trois, il y a Max Chabat, Camille Fievez et Usul qui ont fait ce sketch, je suis très content de les accueillir ici. Le problème c'est qu'après une longue gestation, le projet finalement sorti ne ressemblait pas du tout à ce qui était promis. Changement de format, changement d'auteur, remplacement des marionnettes par de la 3D moche, et des sketchs au mieux ringards, au pire misogynes, transphobes, racistes, bref le résultat final était presque l'exact inverse de la promesse initiale. C'est un projet que j'ai soutenu parce que le pitch et l'équipe qui était mobilisée et annoncée étaient plutôt prometteurs. Et si vous me suivez sur les réseaux, vous m'avez peut-être vu un petit peu déçu, et même en colère. Rendez-moi mon argent! J'ai donné de l'argent pour une revue satirique avec des marionnettes, je veux pas un film en 3D! Denis Robert, on va faire des calculs, parce que tu vas voir, c'est compliqué les calculs, connard! C'est de l'extrême droite complotiste, boomer Facebook, c'est lamentable. Rendez-moi mon putain d'argent! Denis Robert, Bruno Gassio, Yves Le Roland, vous allez me rendre mon argent. Je vous lâcherai pas, tant que j'aurai pas récupéré mes 60 balles.
Alors déjà, pour clôturer définitivement ce dossier, oui, j'ai été remboursé. J'ai été remboursé et j'ai même reçu un message d'excuse officiel de la rédaction de Blast. Et j'y reviendrai. Parce que ce que j'imaginais pas avec cette histoire, c'est que j'allais devenir une espèce de porte-étendard des mécontents des marioles. Que j'allais recevoir plein de sollicitations de gens qui eux non plus n'étaient pas contents. Que j'allais être cité, coterté tout le temps. Bon, après j'ai fait l'erreur de mettre en exergue et en clip des extraits de mon live. Avec le recul, je me dis que bah forcément je récolte ce que je sème. Mais j'avais vraiment pas envie de ce statut de oh là là, c'est lui le mec à contacter si on n'est pas content des marioles. C'est aussi pour ça que je parle une dernière fois des marioles ici, parce que j'aimerais que vous arrêtiez de me contacter sur le sujet. En fait, mon coup de colère a tellement été visible que j'ai été contacté successivement par les marionnettistes, par l'équipe VFX de cette nouvelle version des marioles, par les anciens auteurs et finalement par Blast eux-mêmes. Du coup, j'ai pu entendre les différentes versions de l'histoire, des différents camps, des différents protagonistes, et ce que j'en retiens, c'est que, en fait, les marioles... personne n'en attendait vraiment la même chose. Tout le monde avait son idée de ce que devait être le projet, et en fait chaque vision du projet rentrait en contradiction avec la vision des autres. Du coup ça a entraîné des tensions, qui ont entraîné des mécontentements, qui ont entraîné des désistements, des problèmes financiers, qui ont remodelé le projet d'une manière désastreuse. Alors je dis pas que si tout avait marché comme sur des roulettes, le projet aurait été beaucoup moins désastreux, mais ce que je retiens c'est qu'au final, personne n'est content des marioles. Et ça, c'est un truc dont il faut vraiment prendre conscience. Personne n'est fier des marioles. Les seules personnes à défendre le projet, même au moment de la sortie, c'était Bruno Gassio et Yves Le Roland. Et je crois qu'au final, même Bruno Gassio a fini par admettre que c'était un échec artistique, cette production. D'ailleurs, le fait qu'il bazarde l'intégrale de la série d'un coup sur une chaîne secondaire jamais utilisée jusqu'à maintenant est assez éloquent. Personne dans la rédaction de Blast, ou quasiment personne, n'était satisfait du projet, dont le contenu idéologique ne reflète absolument pas le reste des productions de Blast. Note du Mr. Fox en plein montage, j'étais parti chercher des images d'illustration quand je me suis rendu compte que tout ce qui datait d'avant cette sortie sur Blast 2 avait disparu. Genre tout, la page Kickstarter, les articles sur le site de Blast, les posts Twitter et évidemment toutes les vidéos YouTube des anciens sketchs, même ceux qui étaient pas trop mal. Et attention, elles sont pas passées en privé ou en non répertorié, elles ont bel et bien été supprimées. Il ne reste que l'intégrale de la série 3D sur la chaîne secondaire et son making-of en non répertorié. Alors est-ce que c'est lié au procès entre Blast et les marionnettistes qui a eu lieu en septembre? Peut-être. Probablement. Toujours est-il que Blast semble vouloir tirer définitivement un trait sur l'aventure mariole, comme tout le monde. C'est pour ça que j'ai envie aujourd'hui de clôturer le dossier, parce que ce que j'ai retenu de tous mes échanges avec toutes les personnes qui ont pu approcher de près ou de loin le projet Les Marioles, c'est que tout le monde a envie de passer à autre chose. Tout le monde a envie que ce projet soit de l'histoire ancienne, et je pense que maintenant on peut quand même leur accorder ça. Ça veut pas dire qu'il faut qu'on oublie ce désastre, ça veut pas dire qu'il faut qu'on pardonne toutes les erreurs, ça veut pas dire qu'il faut arrêter d'être exigeant quand il y a un projet crowdfunding qui trahit ses contributeurs et sa promesse de base, mais je pense que le désastre est tellement évident pour tout le monde, tellement désavoué, tellement bazardé en espérant que personne tombe dessus, que on peut quand même leur accorder ça. Moi, ce que je me dis avec plusieurs mois de recul, c'est que, bien sûr, j'ai eu raison d'être en colère sur le moment, mais qu'aujourd'hui, 6 mois après les faits, et alors que tout le monde a désavoué le projet, ce serait dommage de pénaliser le reste de la programmation de Blast à cause de ce gigantesque échec qu'a été Les Marioles. Parce que oui, à côté de ce projet désavoué, Blast, ils produisent énormément de contenu de qualité. Je pense à Rhinocéros, je pense à Quelle époque formidable, je pense à Dissolution, je pense à L'Argent Magique, je pense à Corporate, je pense à leur grand documentaire, à L'Empire n'a jamais pris fin. Blast, c'est énormément de production de qualité, de production de gauche de qualité, et je pense que ce serait une erreur de continuer à reprocher Les Marioles à des gens qui n'y sont absolument pas reliés et qui n'ont jamais cautionné le projet. Alors moi, ce que je vous propose, c'est non pas d'oublier Les Marioles, mais de le garder dans un coin comme un nanar, comme un gigantesque échec, comme un vrai accident industriel à ressortir si on a envie de rigoler, mais que d'un point de vue éditorial et sociétal, on décide collectivement que, bon, voilà, on a bien ri et que peut-être il est temps de passer à autre chose. Déroute des éditorialistes, rien ne s'est passé comme prévu. Rhinocéros de Blast, justement,
Jolie transition. Cette année a été particulièrement riche en rhinocéros, hein, on a vu évoluer le paysage médiatique de manière très concrète, et le format de Usul et Lumi a accouché d'un certain nombre de sujets très intéressants. J'ai hésité entre celui-ci et le sujet sur Patron Incognito, que je trouvais très réussi. J'ai aussi hésité, évidemment, avec le sujet sur Thibaut InShape, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouvais que mon top manquait de vidéos autour de cette tornade électorale qu'a été les européennes, puis la dissolution, puis le Premier ministre, etc., etc. Alors j'ai choisi celle-ci qui, mine de rien, dresse un bilan des événements qu'on a traversés, des moments de doute, de gravité, de peur, même de terreur, suivi d'une agréable surprise, de bonnes tranches de rigolade, mais aussi d'un déni démocratique évident et d'une métamorphose médiatique dont il était important de dresser un bilan. J'aime beaucoup Rhinocéros, je vous invite à regarder tous les Rhinocéros, évidemment. J'ai choisi celui-là comme j'aurais pu en choisir d'autres. Je souhaite longue vie à cette émission et j'espère qu'elle va encore continuer très longtemps. Pourquoi Joule a été autant détesté à la base, Sociologie du mépris de classe de Grégoire Simpson. Bon, ça c'est le nom de la partie 1 de son documentaire, mais comme Arcade, je vous recommande les 2 parties de son docu. Bon, Grégoire Simpson, encore une belle découverte cette année, une chaîne qui parle notamment de culture et de sociologie. Je suis vraiment très content qu'il se soit penché sur le cas de Joule, parce que je trouve que c'est vraiment une très belle illustration de l'évolution du paysage médiatique en France. J'avais déjà parlé l'an dernier d'une vidéo de TPZ sur la gentrification du rap. Je trouve que Grégoire Simpson pousse l'analyse un chouïa plus loin en s'étendant à d'autres domaines et en le faisant avec talent. Le constat qu'il dresse à travers son documentaire me semble très juste et c'est un de ces documentaires où, d'après moi, on ne peut pas ne plus voir une fois qu'on l'a vu. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que pour être honnête, j'ai plus trop la vidéo en tête. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle m'a marqué, qu'elle m'a beaucoup plu et que je vous la recommande chaudement. Doublé YouTube, les secrets de la VF de MrBeast de Mr. Fox. Vous faites pas chier quand même, hein? Bah quoi, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Bon, en vrai, je me doute de ce que certains d'entre vous se disent. Oh là là, quand même, il se fait pas chier, le mec, il met une de ses propres vidéos dans son top. Oh, il se fout de la gueule du monde, quel beau troll. Sauf que c'est pas vraiment du troll. Je l'ai déjà dit dans ce top et je vais le redire un coup. Ça me paraît essentiel quand on est un créateur sur YouTube de faire des vidéos qu'on aimerait voir si on était spectateur. C'est peut-être une évidence pour certains, mais j'ai l'impression, parfois, chez certains créateurs, de voir des vidéos que eux-mêmes n'aimeraient pas tellement regarder. Ça m'est arrivé d'ailleurs moi-même de faire des vidéos où je me disais bon bah j'en suis pas spécialement fier mais j'imagine que ça plaira à mes spectateurs. Non, c'est vraiment une très très mauvaise manière de fonctionner. Il faut qu'on fasse des vidéos qui nous plaisent. Il faut qu'on fasse des vidéos qui, si elles n'étaient pas les nôtres, nous plairaient. Et à mon sens, cette vidéo doublée YouTube les secrets de la VF de MrBeast, c'est ma meilleure vidéo. Et je suis vraiment très content et très fier que la vidéo ressemble exactement à ce que je voulais et à ce que j'imaginais. Donc oui, si c'était pas moi le créateur de cette vidéo, si j'étais simple spectateur, ce serait pour moi une des meilleures vidéos de l'année. Maintenant, je peux comprendre que vous trouviez ça un peu abusé, et c'est pour ça qu'elle fait pas vraiment partie du top 50, hein. J'ai choisi 51 vidéos pour que vous en ayez quand même pour votre argent. Céleste, épisode 5, la chute de Archiadel. Bon alors j'ai choisi cet épisode parce que c'est mon préféré, mais en réalité j'englobe dans ce choix tout le let's play and poop de Archiadel qui a été fait sur le jeu Céleste, qui décidément est très présent dans ce top 2024. Alors que le jeu est beaucoup plus vieux que ça. Je ne comprends toujours pas. J'explique. Madeline, sous la pression de l'anxiété et d'une dépression, va se diviser en 2 âmes à cause du Mont Céleste. Voilà pour les grandes lignes. Habituellement, je suis pas fan des let's play, mais j'aime beaucoup les let's play and poop. J'aime bien les best-of un petit peu énergiques, un petit peu hystériques parfois, oserais-je le dire. Et il y a que les YouTube poopers pour monter de manière aussi parfaite des let's play de façon à ce qu'on ne s'ennuie pas et qu'on rit même à des moments qui sont pas spécialement rigolos. Et Archiadel a ce talent indéniable. Gros malaise la mémé là. Il se barre sans moi. Waouh. Il y a un panneau, c'est écrit sale derrière. Il était une fois 2 filles très différentes mais unies par la même haine de la saleté. Mais là où je trouve le let's play de Archiadel particulièrement savoureux et réussi, c'est que, Céleste, en fait, c'est un jeu qui a quand même des moments graves. Et malgré le côté moqueur et pooper de Archiadel, il a réussi à rendre justice aux moments graves de Céleste. Notamment en faisant appel à une comédienne pour incarner et pour donner du poids et de la force à certains moments narratifs
important du jeu. C'est un choix que je trouvais audacieux et j'ai pris énormément de plaisir à suivre l'aventure de Madeline à travers le let's play de Arcadel. Donc en plus c'est pas très long, c'est 6 épisodes, donc je vous en recommande chaudement le visionnage, vous passerez à mon avis un très bon moment. Le roi qui ne fut jamais de Trans, qui est apparemment en train de changer le nom de sa chaîne en Missing Number. Alors Trans ou Tranxen, c'est une chaîne qui parle de Pokémon et qui a beaucoup fait parler d'elle, me semble-t-il, en 2019, 2020, 2021. C'était des vidéos très travaillées, très esthétisées, très bien racontées, qui misaient tout sur l'ambiance, à un moment où c'était pas autant une évidence sur la plateforme. Il filmait des images d'illustration pour l'occasion, il réalisait des dessins originaux, des illustrations, etc. Donc il y avait vraiment un travail comme on pouvait rarement en voir sur le YouTube français à ce moment-là. Et puis petit à petit, il y a eu d'autres projets qui ont gravité autour des créateurs et des instigateurs de Trans, qui les a poussés à mettre leur chaîne YouTube au ralenti, et de fait, voilà, ils sont un petit peu tombés dans l'oubli. Tant et si bien que quand une nouvelle vidéo, Le Roi qui ne fut jamais, est sortie, même moi qui étais un grand fan de la chaîne, je l'ai mis dans à regarder plus tard, et je me suis dit, j'y jetterai un coup d'œil quand j'aurai le temps. Quelques jours avant de boucler la liste de ce top, je me suis dit, quand même, je vais la regarder au cas où. Et en la voyant, je me suis dit, putain, à quel moment elle a pu rester aussi longtemps dans la liste à regarder plus tard alors qu'en vrai elle est pas si longue que ça? À quel moment j'ai oublié à quel point les vidéos de Trans étaient des masterclass? Comment ça a fait pour sortir de ma tête? Vraiment, j'ai oublié la maestria visuelle et narrative que c'était en à peine quelques années. Cette vidéo raconte l'histoire des deux familles Nidoran, qui ont été parmi les premiers Pokémon imaginés par Game Freak. Évidemment, ils en parlent comme à leur habitude, de manière très posée, avec une ambiance très particulière, un rythme très particulier. On ne court pas après l'info, on installe un vrai mood, une vraie ambiance, et c'est ce qui fait des vidéos de Trans des vidéos uniques. Pour savoir d'où viennent Nidorino et Nidorina, il faut commencer par exhumer les données des jeux et se plonger dans l'index interne. L'index interne, c'est une liste de 190 emplacements où sont codés les monstres dans Pokémon Rouge et Vert. La numérotation des Pokémon est différente de celle du Pokédex de Kanto. C'est une manière de concevoir les vidéos que je n'ai jusqu'à maintenant jamais vue ailleurs. C'est une merveille de montage, c'est une merveille de narration, c'est une merveille d'illustration. En un mot commençant, c'est une des meilleures vidéos de l'année. C'est pas pour rien que j'ai mis un highlight dessus. Simplement, je regrette de ne m'être souvenu de ça que juste avant de boucler ce top. Parce que si une autre vidéo avait pris sa place dans le top et que j'avais découvert cette vidéo après, croyez-moi, je m'en serais voulu. Comment l'IA de Mario Kart triche dans vos courses de Alpharos Coffee. Cette vidéo sur l'IA de Mario Kart, on peut l'ajouter comme la manette parfaite et comme la meilleure case du Monopoly à ces vidéos de youtubeurs dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à maintenant et qui ont popé dans mes suggestions et où je me suis dit « Ah, tiens !» Pourquoi pas? Pour moi, c'est une belle illustration du fait que l'algorithme de suggestion fonctionne encore, qui s'est même amélioré ces derniers mois, et que oui, on peut faire de belles découvertes en se laissant porter par les vidéos sur le côté du lecteur. Donc voilà, c'est une vidéo qui vous explique que en fait les IA dans Mario Kart, en fait elles vous la font à l'envers, elles vous la feront toujours à l'envers, et vous ne pouvez rien y faire. C'est ludique, c'est pédagogique, c'est bien expliqué, on passe un bon moment. C'était une belle découverte, tout simplement. Je me suis laissé prendre au piège, j'ai envie de dire, donc bravo, et chouette vidéo, je vous la recommande. Kaizen, 1 an pour gravir l'Everest de Inoxtag. Alors Inoxtag, je sais qu'il est très mainstream, je sais qu'il est très connu, je sais qu'il est très médiatisé, et pourtant je n'avais jamais vu une seule de ses vidéos avant Kaizen. À vrai dire, je voyais à peine qui c'était. Et je vous avoue que quand j'ai entendu parler de cette vidéo, j'avais pas du tout envie de la voir. Je me suis un petit peu forcé à la voir avant de boucler cette liste pour pouvoir en parler. Parce que mine de rien, parler des vidéos les plus marquantes de l'année YouTube et ne pas citer Kaizen, ça aurait été tout simplement une faute professionnelle. Donc je l'ai regardé parce qu'il fallait que j'en parle. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire sur Kaizen qui n'a pas déjà été dit par 1 milliard de youtubeurs au moment de sa sortie? Il y a eu plein de vidéos qui ont pointé les défauts, les problèmes et les questions que Kaizen posait. J'ai pas envie de bêtement répéter ce qui a déjà été dit sur tout un tas de chaînes. Si je dois résumer rapidement mon avis, je dirais que j'ai pas trouvé le film très intéressant. Il est assez esthétique, il est bien produit, etc. Mais bon, les images de nature un petit peu esthétisées, plus les gros plans sur
sur Inoxtag qui fournit des gros efforts. Bah du coup il y a plusieurs moments où je me suis dit ouais ça a l'air d'une pub de 2h30 pour des assurances. Ou pour Nike, ce qui est pas déconnant parce que c'est un des sponsors du film. Mais voilà, il y a cette esthétique presque publicitaire, ce montage presque clipesque, avec en plus la musique un peu, voilà, épique, etc. Ça fait vraiment très pub. Je trouve aussi le film un peu frustrant dans la mesure où Inoxtag montre et intègre au documentaire les critiques qui ont été émises quand il a monté le projet, mais montre aussi que bah globalement il s'en fout. Il montre des critiques légitimes et n'y répond pas, il pointe du doigt les problèmes des Sherpas, de la pollution, du tourisme, mais en même temps voilà, on va pas se mentir, il fait partie de ces touristes. Les 20 dernières minutes du film sont absolument insupportables parce que ça part en développement personnel, croyez en vos rêves, moralisateur, en plus il y a un sous-texte qui arrive presque comme un cheveu sur la soupe sur les téléphones, il faut se décrocher des téléphones, il faut retrouver le contact avec la vraie vie, faire des efforts, et puis il faut écouter ses rêves, et puis quand quelqu'un vous dit que c'est impossible d'atteindre ce but, et ben il faut lui donner tort, et il faut se donner les moyens de réaliser ses objectifs. Oui, sauf que c'est quand même plus facile à faire quand on est millionnaire. Donc la fin moralisatrice est absolument insupportable, et en termes de narration aussi, je trouve que c'est un échec, et notamment le moment où il gravit l'Everest, qui est un moment complètement anticlimatique. Parce que les images de lui et de son équipe en train de gravir l'Everest le montrent pas vraiment en difficulté, ça a pas vraiment l'air si difficile que ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de touristes, parce qu'en fait, au-delà de certains points capitaux, et ben en fait, il suffit d'être en relativement bonne condition physique pour pouvoir gravir l'Everest. Et à ceux qui diront oui, mais il y a quand même beaucoup de morts et tout, bah oui, parce qu'il y a énormément de kiki qui surestiment leurs conditions physiques et qui y vont alors qu'ils sont absolument pas prêts et qui meurent. Mais ceux qui meurent aujourd'hui en montant l'Everest, c'est pas des alpinistes chevronnés, c'est des kikis de touristes. Du coup, cette montée jusqu'au sommet de l'Everest m'avait fait un peu l'effet d'un paix foireux. C'est presque si Inoxtag il doit attendre la confirmation qu'il est bien au sommet de l'Everest pour pouvoir enfin exulter en disant ouais yes on l'a fait. En plus il arrive en même temps qu'une quinzaine de personnes, donc ça ruine un peu l'effet cinématographique de putain j'ai gravi l'Everest. Alors qu'à l'inverse, une autre montagne népalaise, Lama Dablam, qu'il franchit un peu plus tôt dans le film, et ben on a l'impression que c'est ça le vrai climax du film. Parce que c'est une escalade qui est vraiment difficile, qui demande des vraies compétences, qui demandent d'y aller à fond dans le piolet, dans l'équipement, etc. Ça demande des vraies compétences d'alpinisme que Inoxtag a acquis pendant sa préparation. Il est là en fait le vrai effort, et quand il arrive seul avec Matisse au sommet de Lama Dablam, eh ben oui, il est là le vrai exploit, il est pas dans l'Everest. Donc voilà, le film m'a pas énormément intéressé, après je reconnais que Inoxtag a l'air investi dans son projet, on sent qu'il fait vraiment les efforts et qu'il veut être à la mesure de l'exploit, qu'il veut se détacher de la foule et pas être un simple touriste, etc. Ça a pas l'air d'être le mauvais gars en vrai, hein. Mais le film en lui-même, voilà, je l'ai pas trouvé très intéressant, mais c'est pas vraiment sur le film que je voulais revenir en parlant dans le top, c'est sur son côté cinéma. Parce que oui, pour ceux qui n'avaient pas suivi, MK2 a organisé une grande diffusion dans toute la France, dans des cinémas. Le film a été diffusé, même je crois, dans une version enrichie, dans tout un tas de cinémas du réseau MK2 et même d'autres réseaux. Et ça a été un grand succès, hein. Je crois qu'en France, on est à plus de 250 000 entrées, ce qui est vraiment un bel exploit, sachant que c'était des séances uniques et tout. Et là où ça m'a énervé, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont dit « Oh là là, c'est une honte que les salles de cinéma servent à ce genre de vidéos. On devrait interdire aux salles de cinéma de projeter des vidéos YouTube. » Et c'est là-dessus que je suis pas d'accord. Et c'est à ce moment-là que je vais reparler une dernière fois des soirées YouTube. Ça fait 4 ans que j'organise des soirées à Lyon où on projette des vidéos YouTube sur grand écran. On a projeté toutes sortes de vidéos, on a projeté de la chronique, de la fiction, on a projeté des vlogs, on a projeté du making-of, on a projeté de l'animation, on a projeté des contenus un peu hybrides, et toutes ces créations, à mon sens, méritaient le grand écran. Parce que la salle de cinéma, c'est pas simplement une qualité d'image et de son, ce qui est déjà pas négligeable sur YouTube, parce que si vous n'êtes pas au courant, la compression YouTube, elle est très vénère et très cruelle. Mais la salle de cinéma, c'est pas seulement ça, c'est aussi la communion. C'est le fait de tous s'installer devant une vidéo. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a particulièrement plu aux spectateurs qui sont allés voir le documentaire d'Inoxtag. C'est pas du tout pareil de le vivre chez soi et exactement, voilà, là il y a toute la communauté qui est venue en même temps. Le son, donc, la qualité de la vidéo. Exactement, ouais. En plus, il y a eu 4 salles complètes ce soir. Ouais, franchement, c'est un truc de fou. C'est mieux de le voir au cinéma et c'est plus vivant que sur YouTube.
Surtout que ça dure 2h40, du coup chez soi et tout, on regarde plusieurs fois. Le voir avec plus de 200 personnes dans une salle, bah, c'est meilleur, en tout cas, c'est plus immersif. Ce documentaire-là, quoi qu'on en pense, il bénéficiait beaucoup à être partagé, communié tous ensemble. Parce que son message, ces moments un petit peu dramatiques, sont plus forts et plus intenses quand ils sont vécus à plusieurs. C'est comme une comédie, on rit plus devant une comédie quand on est nombreux devant. Et du coup, oui, ça m'a énervé quand certaines personnes ont expliqué que les salles de cinéma ne devaient pas servir à ça, que ça désacralisait le lieu. Parce que moi, je pense au contraire, que c'est parce que la salle de cinéma est un lieu très particulier, qui offre une manière très particulière de profiter d'une œuvre culturelle, que les vidéos YouTube, quelles qu'elles soient, devraient pouvoir en profiter. Mine de rien, les soirées YouTube que j'organise à Lyon, eh ben ça fait 4 ans qu'elles existent, et ça fait 4 ans qu'il y a toujours du monde là-bas, elles sont assez régulièrement complètes, donc oui, il y a des gens qui comprennent l'intérêt de la qualité vidéo, de la communion. Il y a plein de gens qui comprennent où est l'intérêt de profiter tous ensemble d'une vidéo YouTube sur un grand écran. J'espère, mine de rien, quoi qu'on pense des vidéos qui y seront diffusées, que c'est un phénomène qui va se multiplier dans les années à venir. Israël, la France arme-t-elle un génocide en off avec Loumi de Off Investigation? Bon, on allait quand même pas faire une vidéo qui résume l'année 2024 sans parler du conflit israélo-palestinien et de son traitement médiatique. Et évidemment, Free Palestine pour ceux qui avaient encore un doute sur ma position sur le sujet. Cette vidéo, c'est le premier épisode du nouveau format de Loumi avec Off Investigation. Et vous le savez si vous avez vu mon top de l'an dernier, j'aime beaucoup le travail de Loumi. J'avais mis en avant sa vidéo sur les voleurs. Et je suis ravi de voir un petit peu comment différentes rédactions, différentes institutions ont enfin pris conscience de la qualité de son travail. Loumi, c'est vraiment une super créatrice, c'est une super journaliste qui fournit un travail de qualité, sourcé, travaillé, bien écrit. Alors que jusqu'à maintenant avec Vidéodrome, elle était seulement en off, elle parvient au fil des mois à s'affirmer à l'écran, en vidéo. Elle anime maintenant des lives où elle met les personnes qu'elle interviewe face à leurs contradictions. C'est un des plus beaux glow-up de cette année et je suis d'autant plus content de lui donner cette place dans le top que cette vidéo est très importante pour comprendre un petit peu, au moins en partie, pourquoi la France et les médias français ont traité le cas du génocide palestinien sous cet angle-là. C'est une excellente vidéo sur le sujet que je vous recommande, à condition de la compléter avec d'autres vidéos qui évoquent d'autres angles du sujet qui est quand même assez compliqué, il faut bien le reconnaître. Voilà pourquoi on devient tous alcooliques de TPZ. Alors je vais pas m'étendre énormément sur cette vidéo, d'abord parce que le titre est assez parlant, hein. C'est une vidéo qui parle de notre rapport et du rapport qu'a la société française avec l'alcool. Moi-même ne buvant pas du tout d'alcool, et ce depuis toujours, eh ben, je suis frappé par certains constats qui sont faits par TPZ. J'ai la chance d'avoir un environnement plutôt bienveillant à ce niveau-là, mais je sais, et j'en prends encore plus conscience avec cette vidéo, que c'est un sujet très compliqué en France. Et puis je trouvais intéressant d'en parler cette année parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais cette année, il y a un certain nombre de youtubeurs qui ont été rappelés à l'ordre. McFly et Carlito, qui ont plusieurs fois fait des vidéos de dégustation d'alcool, ont dû mettre un avertissement. L'alcool nuit à la santé, l'alcool est dangereux. On a vu ça aussi sur la deuxième vidéo de Not Serious, je crois, où ils dégustent des bières avec des copains. Mais on a aussi vu ça sur d'autres chaînes dont le nom m'échappe, et puis je crois que même Une bière et j'y vais a dû retirer le mot bière du nom de certaines de ses vidéos. En tout cas, j'ai cru observer ça dans une vidéo récente. Est-ce que le CSA, est-ce que la loi E20 a décidé de s'étendre à YouTube? Je ne le sais pas. Je ne sais pas s'il y a un vrai cadre légal qui s'applique désormais ou si c'est simplement un rappel à l'ordre des gros youtubeurs ou des youtubeurs qui font beaucoup de vues. Peut-être aussi tout simplement que c'est des associations, les alcooliques anonymes ou quoi que ce soit, qui ont écrit à ces vidéastes et que bah ça a résonné en eux et que ça leur a donné envie d'établir un cadre. Toujours est-il que bah cette année sur le YouTube français, il y a eu un recadrage collectif sur l'alcool et je trouvais intéressant du coup de choisir cette vidéo pour en parler. Et si le loup de Wall Street ne parlait pas vraiment de loup, de le crotonneur? Bon, pour parler de cette vidéo, je pense qu'il va falloir commencer par préciser que je n'aime pas Chronique Fiction. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous aiment bien Chronique Fiction, je reçois de temps en temps des commentaires en mode t'as pas choisi cette vidéo de Chronique Fiction? Pourquoi t'as pas parlé de Chronique Fiction? Pourquoi y a pas Chronique Fiction dans ton zapping? Bah c'est bien simple, je n'aime pas le travail de la chaîne Chronique Fiction. Que ce soit le coroner, l'avocat, le prêtre, le fromager, je sais plus combien de personnages ils ont inventé, mais je n'adhère pas du tout à leur travail. Alors évidemment c'est dû aussi en partie à leur comportement, surtout ils ont sorti leur bouquin qui est un gigantesque foutage de gueule, un prix
indécents pour de simples captures d'écran de leurs vidéos accompagnées d'une citation toute pétée. Mais même si on fait abstraction de l'à côté, je n'aime pas du tout leurs vidéos, je n'aime pas du tout leur travail. L'impression que j'en ai, c'est qu'ils ont tout misé sur la qualité de la prod, et c'est vrai que la photographie est plutôt jolie, les décors, les accessoires, tout ça fait assez vrai. Et oui, c'est plutôt une bonne idée d'avoir fait appel à des comédiens professionnels pour incarner leurs chroniques. Ça permet d'éviter un certain nombre d'écueils dans lesquels tombent certains chroniqueurs ciné. Mais tout ça, pour moi, c'est une coquille vide. Et l'analyse, le fond que cette forme est censée enrober et servir, il est au mieux médiocre, et au pire, complètement faux. J'ai plus d'exemples en tête, mais il y a des analyses que j'ai vues où je me suis dit, mais à quel moment vous en êtes venus à cette lecture de l'œuvre, les gars? Vous êtes complètement à côté de vos pompes, vous êtes complètement à côté de la plaque. Essayez de trouver un seul autre auteur qui pense ça du film. Sacrifier une part de son âme d'enfant. Tourner la page sur l'ère Walt Disney. Avec la mort de Mufasa, Disney fait le deuil de son père fondateur. À combien de joints vous carburez par tête de pipe pour en arriver à sortir ça? Bon, tout ça, c'est mon avis, évidemment, hein. Simplement, la dernière fois que je l'ai évoqué sur Twitter, il y a des gens qui sont venus me dire excuse-moi, monsieur cinéphile, mais tout le monde n'a pas le niveau de se taper des analyses essais de 3/4 d'heure. Et à ces gens-là, j'ai envie de répondre, arrêtez de vous sous-estimer, les gens. Parce qu'à la manière dont vous le formulez, j'ai l'impression que vous trouvez vous aussi les analyses de chronique fiction simplistes, mais que ça vous convient parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable d'avoir mieux. Et à ce niveau-là, vous avez tort. Il y a d'excellents youtubeurs ciné qui produisent des analyses parfaitement intelligibles et parfaitement accessibles, et si c'est une question de durée et de format, il y a aussi des youtubeurs ciné qui délivrent des analyses concises dans un délai réduit. Donc voilà, ne vous contentez pas de chronique fiction. Mais alors, me direz-vous, pourquoi là, d'un coup d'un seul dans ton top, tu te retrouves à dire du mal de chronique fiction? Pourquoi tu t'auto-out comme haters de chronique fiction? Pourquoi tu te retrouves à dire du mal du travail de tes collègues alors qu'on t'avait rien demandé? Parce que le Crotonneur, c'est une parodie du Coroner, et je pense qu'il fallait commencer par vous expliquer ce que je reproche au Coroner pour que vous puissiez vous aussi profiter du Crotonneur. Dans ce film, on est effréné grâce à son réalisateur qui réalise, son monteur qui monte et son descendeur qui descend. On nous livre un final éblouissant, dans lequel le personnage de Tyler Durden, interprété par Frédéric Molas, s'apprête à faire exploser les immeubles de banque et de compagnies d'assurance. Un geste qui n'est peut-être pas si anodin que ça. Car c'est là que se cache en réalité un véritable message qui dit des tas de trucs sur la société de consommation. Et oui, c'est peut-être ça au final, le secret caché de ce film. Et n'oubliez pas, on peut pisser dans le lavabo, mais pas chier dedans. Voilà, c'est très con, et très clairement, je ne cautionne pas l'utilisation de l'IA pour imiter la voix de Stéphane Godin. Mais je trouve que cette parodie tape tellement juste. Cette année, on a été gâtés en parodie de chronique fiction, puisque Yanis du Rap en Mieux, que j'ai évoqué un petit peu plus tôt dans le top, a lui aussi fait une parodie particulièrement savoureuse. Mais tout le monde est au courant de ça? Non. Enfin, tout le monde, genre... pas tout le monde, genre... Enfin, moi, c'est mon analyse, parce que je... T'avais compris, toi, que Lelo et M. Anderson, c'était la même personne? Waouh, excusez-moi, l'abécédaire du son, genre... Le public lambda, je suis sûr qu'il a pas compris ça, c'est pas possible. Enfin, mais le Crotonneur, voilà, c'est très régressif, c'est très con, mais à mon sens, ça tape tellement juste, c'est tellement ça. C'est presque plus le Coroner que le Coroner. C'est ce duo improbable qui va porter un film prodigieux, avec tout plein de putes. Et si en réalité, derrière ce film rigolo, se cachait un message? En effet, le titre de l'œuvre laisse penser que l'on va assister à un film zoologique, puisque le loup est un animal. Donc voilà, si vous aussi vous faites partie de ceux qui émettent des réserves, à mon sens légitimes, sur le travail de chronique fiction, vous prendrez, je l'espère, beaucoup de plaisir devant ces 2 épisodes du Crotonneur. Très sincèrement, je sais pas s'il y en aura d'autres, j'imagine que non. Mais voilà, vous passerez un bon moment devant ce petit délire régressif. Comment le Festival de Cannes façonne le cinéma de cinéma et politique? Je crois que j'ai déjà parlé de cinéma et politique l'an dernier, mais ça me pose pas de problème d'en reparler. Comme son nom l'indique, c'est une chaîne qui parle de cinéma et de politique. Elle a déjà évoqué des sujets très intéressants. Un de ceux qui m'est resté, c'est l'Inspecteur Harry, parce que c'est une série de films que j'ai découvert récemment et que je me suis moi-même posé des questions sur le positionnement de cette série de films que Clémentine a très justement évoqué dans sa vidéo sur le sujet. En l'occurrence, ce qu'elle nous livre avec cette vidéo sur le Festival de Cannes, c'est plus un documentaire qui en plus a le mérite
mérite d'être un peu personnelle, puisqu'elle a expérimenté, elle aussi, le festival et les coulisses du festival. C'est une vidéo qu'on espérerait presque plus longue, parce qu'on se dit « Ah, je suis sûr qu'il y a encore plein d'autres choses à dire !» Donc, Clémentine, si tu m'entends, n'hésite pas à faire une partie 2, je regarderai ça avec beaucoup d'enthousiasme. L'horreur existentielle de l'usine à trombone de Ego. L'intelligence artificielle est très clairement l'avancée technologique la plus débattue cette année. On a déjà parlé dans cette vidéo de l'intelligence artificielle générative, mais de manière générale, l'apprentissage par les IA pose un certain nombre de questions. Et la plupart des articles qui évoquent le sujet ont tendance à rester en surface, terre à terre, d'avancer des arguments économiques, éthiques, etc. etc. Mais évidemment, l'intelligence artificielle pose des questions autrement plus vertigineuse. Et vertigineuse, c'est le mot qui m'est venu après avoir vu cette vidéo d'Ego. C'est une vidéo qui vous plonge dans le mal de manière assez dingue, parce qu'elle fait partie de ces œuvres qui remettent en perspective notre place dans l'univers. Et c'est jamais agréable de réaliser à quel point on n'est rien, et à quel point notre vie dépend de tellement de choses, à quel point on n'a aucun impact sur les choses, sur la vie, etc. Cette vidéo d'Ego, elle m'a mis dans le mal, on va pas se mentir, mais en même temps, je l'ai trouvée passionnante, très intéressante, très enrichissante, et c'est pour ça que malgré que ce soit une vidéo qui fait pas plaisir, eh ben je vous encourage à la regarder. Après tout, peut-être que vous ne vivrez pas son visionnage de la même manière que moi, peut-être qu'au contraire, vous en ressortirez enthousiasmé. Moi, je trouve que c'est une vidéo qui fait très peur, mais qu'elle est essentielle, que c'est probablement une des meilleures vidéos qui a été faite sur la question de l'intelligence artificielle et de sa portée dans l'avenir de l'humanité. Je fais des grandes phrases comme ça, mais c'est vraiment de ça dont parle la vidéo, donc à voir. La seule vidéo sur les croix de pharmacie, oui j'en ai une, de Sylvain. Sylvain, chaque année je me pose la question, chaque année j'ai pas de réponse. Sylvain, si tu regardes cette vidéo, réponds une bonne fois pour toutes dans les commentaires, qu'on sache sur quel pied danser un petit peu. Bon alors Sylvain, j'ai déjà parlé de lui l'an dernier dans sa vidéo sur le mec qui a encaissé un chèque publicitaire. Cette année il a sorti d'autres vidéos très chouettes, j'ai choisi celle sur les croix de pharmacie, parce que bah, ça fait partie de ces objets sur lesquels on se pose tellement de questions sans le savoir, jusqu'à ce qu'enfin, quelqu'un la formule à voix haute. C'est un objet qui fait tellement partie de notre quotidien et pourtant, on ne sait rien de sa fabrication, de son fonctionnement, de son univers. Et j'ai trouvé la plongée dans laquelle nous embarque Sylvain très intéressante, très agréable, très drôle dans un certain sens. Les vidéos de Sylvain sont généralement de qualité, mais je retiens celle-ci comme une vidéo particulièrement plaisante. Est-ce que c'est écolo d'avoir des enfants de Urbania FR? Alors Urbania FR, c'est une excellente chaîne en soi, hein, j'en profite pour le dire. Je trouve qu'ils ont une fâcheuse tendance à ne pas toujours créditer leurs auteurs et leurs chroniqueurs, et c'est très dommage quand on a des personnalités affirmées à l'écran. En l'occurrence, cette vidéo est clairement identifiée comme une vidéo de Climax, une créatrice que j'ai découvert cette année et dont j'aime énormément le travail. Alors je sais bien Marlène que dire que les enfants c'est pas écolo, ça a l'air cool et féministe à 22 h dans un bar quand il y a un gars qui te demande pourquoi t'as pas d'enfant à 34 ans, mais 3 mois plus tard, tu te retrouves à dire oh, ça se défend les campagnes de stérilisation, des politiques de développement. Je trouve que ça manque un petit peu sur YouTube, cette agressivité, cette méchanceté un petit peu cathartique, un petit peu gratuite, et pourtant fondée, sourcée, etc. Elle balance pas ses affirmations de son cul. Je trouve que ça fait du bien de voir des vidéos comme ça, un peu vénères, un peu énergiques, etc. Parce que on a tendance, et c'est très agréable, à tout débunker de manière construite, structurée, développée, et aujourd'hui, afin de servir notre propos, on a tendance à éviter de tomber dans la gratuité. C'est quelque chose qui a pu desservir certains propos par le passé, y compris les miens, hein, et j'essaye de soigner un petit peu la forme à ce niveau-là. Mais ça ne m'empêche pas de trouver cathartique ce genre de prise de position engagée, claire, affirmé, quitte à hausser le ton ou à être un petit peu facétieux. Et je trouve que Climax réussit très très bien dans cet exercice. Je lui souhaite de continuer à faire des chroniques de ce style sur Urbania ou ailleurs. Urbania en l'occurrence, elle sort très peu de vidéos dessus. J'ai envie de continuer à suivre ton travail, Climax.
Donc continue. Note du Mr. Fox en plein montage, quelques jours à peine après le tournage de cette vidéo, Climax a lancé un nouveau format pour la chaîne de l'humanité qui s'appelle Gaslight et qui est très prometteur, donc vraiment j'appuie ce que je viens de dire, suivez son travail, c'est très cool. Le Coin du Bis 13, Ilsa, l'enfer de la Nazisploitation de Le Coin du Bis. Une vidéo que j'ai eu la chance de voir en live aux soirées YouTube, merde j'avais dit que j'arrêtais d'en parler, mais surtout une vidéo que j'ai eu la chance de voir avant qu'elle subisse la censure YouTube. Mine de rien, pouvoir profiter du travail d'un créateur dans la version d'origine, dans sa vision d'origine, ça reste important. Bon alors Le Coin du Bis, j'ai déjà parlé de certaines de ses vidéos, il continue de faire du travail de qualité au fil des années, en plus de mettre son talent de monteur au service d'autres chaînes, comme celle de Bolchegeek, qui décidément sait s'entourer de collaborateurs de qualité. En l'occurrence, cette année, Le Coin du Bis a consacré une de ses vidéos à la Nazisploitation, toute cette vague de films de série B, de série C, voire de série Z, qui met en, j'allais dire valeur, mais pas vraiment, mais qui met en exergue des grands méchants nazis. J'ai choisi cette vidéo parce qu'elle est très intéressante, parce qu'elle est très rigolote, il y a quand même pas mal de petites blagues bien senties, mais aussi parce que je trouve ça courageux de faire une vidéo avec des tétés, des zouzous et des nazis sur YouTube en 2024. C'est une démarche qui me touche, de créer d'abord et ensuite de voir ce que YouTube demande de corriger. Aujourd'hui, je vois beaucoup de créateurs qui intègrent directement les contraintes de YouTube dans leur processus créatif. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de limiter directement son champ d'action et son champ de réflexion parce qu'on sait ce que YouTube va aimer ou ne pas aimer. Pour moi, c'est beaucoup plus sain de créer sans se poser cette question et ensuite de s'adapter parce que, ben, quoi qu'il arrive, on trouvera toujours d'autres plateformes qui pourront héberger notre contenu et faire des petites vidéos qui redirigent. Pour me prendre en exemple, eh ben, j'ai fait un Parlons VF porno où je chronique un film porno avec des extraits porno et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je l'ai mis sur un site porno et puis voilà. Aujourd'hui, c'est un des Parlons VF dont on parle le plus, c'est un des Parlons VF qui a le plus de succès. Donc, amis créateurs, ne vous restreignez pas à ce que YouTube veut que vous fassiez. Créez d'abord et adaptez ensuite, c'est un schéma qu'il me paraît important de maintenir encore aujourd'hui. Culture d'extrême droite, Tradwife, Old Money, remake de Nouria. Nouria, voilà encore une jeune créatrice que j'ai pu découvrir avec plaisir cette année. C'est une vidéaste qui parle entre autres de l'espace médiatique, de culture, de société, de politique, qui a fait une très chouette vidéo sur la gentrification du rap que j'aurais pu choisir mais ça aurait fait doublon avec les vidéos de Grégoire Simpson. En l'occurrence, la vidéo que j'ai choisi de mettre en avant, c'est sa vidéo sur la culture d'extrême droite. Alors c'est vrai qu'au premier abord, on peut se dire ok, ça va être une vidéo qui revient sur les trends TikTok de Tradwife, un peu comme ont pu le faire d'autres youtubeurs société, etc., etc. Mais en fait, elle brasse plus large. Elle parle du paysage culturel hollywoodien, télévisuel, notamment en France, et elle choisit d'englober tout ça, tout cet horizon et toutes ces sensations un peu nostalgiques qu'on peut observer dans tous les domaines culturels qui nous entourent, pour en tirer une hypothèse de travail intéressante à laquelle on adhère ou pas, mais qui a le mérite d'être énoncée, qui a le mérite d'exister, et qui a le mérite d'être assez bien défendue. Pour le coup, moi, je trouve que c'est une vidéaste très pertinente, qui a visiblement beaucoup de choses à dire, qui sait bien les dire, c'est bien écrit, c'est bien monté, bon, c'est encore un peu perfectible, mais vraiment, ça ne gâche absolument pas le visionnage. Donc Nouria fait partie de ces vidéastes dont je vous recommande de suivre le travail, et de regarder cette vidéo si vous voulez vous en faire une idée. Nos toilettes ont changé le cours de l'histoire de Les Revues du Monde. Eh ouais, j'ai choisi une vidéo qui parle de caca. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, je vous ai déjà dit l'an dernier tout le bien que je pensais des Revues du Monde, son côté documenté, informé et en même temps très détendu, très détaché, avec de l'humour absurde et des codes de montage assez enthousiasmants, un peu YouTube poop, etc. Alors cette vidéo est moins YouTube poop, mais elle conserve ce côté à la fois éducatif, travaillé, documenté et ludique. En voyant le titre de cette vidéo, vous serez tenté de vous dire « Oh là là, quel sujet con-con » et en voyant la vidéo, vous vous surprendrez à sourire et à rire parce que c'est vrai que le sujet est con-con. Mais à la fin, vous direz « Eh ben, ce sujet con-con, on en a tiré des informations intéressantes, je me coucherai moins bête. » Et il y avait beaucoup plus de choses à dire sur le sujet que je ne l'imaginais. Donc vidéo recommandée. J'ai enquêté pendant 4 ans pour retrouver ce film perdu de Nicolas Delage. Bon, si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps, je pense que vous ne serez pas surpris de trouver cette vidéo dans les highlights de l'année. Nicolas Delage, c'est un youtubeur ciné de qualité, dont je crois j'ai déjà eu l'occasion de parler. Je crois que j'avais parlé l'an dernier de sa vidéo sur Le Roi Lion, que je trouvais vraiment très réussi. C'est quelqu'un qui se donne beaucoup de mal pour traiter ses sujets correctement, et cette vidéo en est une bonne illustration. Mais évidemment, cette vidéo, c'est pas simplement un sujet bien traité, c'est surtout un projet. Et pas n'importe quel projet, Harry.
un projet de DVD Blu-ray. Si vous me connaissez, vous savez que l'édition physique, ça me tient à cœur. Je pense que ce que vous pouvez voir en arrière-plan, qui n'est évidemment qu'une toute petite partie de ce que je possède, en est une bonne illustration. Je pense que c'est important encore aujourd'hui de faire du support physique pour la préservation du patrimoine culturel et pour tout un tas d'autres raisons que Nicolas Delage développe très bien dans sa vidéo. Nicolas, il s'est pas seulement dit ça c'est un chouette film, j'ai envie de l'éditer en Blu-ray. Il s'est dit ça c'est un chouette film, j'aimerais savoir d'où il vient, comment on en est arrivé à ne plus du tout avoir de support physique de ce film, comment je pourrais faire pour lui redonner du brillant, comment ça se passe une restauration, comment ça se passe la réalisation de bonus, comment ça se passe l'acquisition de droits d'un film, des droits d'une restauration. Il y a plein d'éléments dans la réalisation et dans la production de contenu physique qui sont ici vulgarisés et rendus accessibles. Pour ça, je pense que c'est une vidéo d'intérêt public parce que c'est vrai que le monde de l'édition, c'est quelque chose d'assez nébuleux. Mais en plus de ça, je trouve le projet trop cool et je trouve le projet final très réussi. Je me rends compte que je l'ai pas pris, mais je vais aller le chercher. Voilà, donc c'est globalement un bel objet, hein. Il s'est donné beaucoup de mal, il en parle notamment dans la vidéo, si vous voulez savoir un petit peu comment tout ça est né. Je suis très content d'en posséder un exemplaire et si vous n'avez pas eu l'occasion d'en avoir un, il y en a encore quelques-uns de cette édition limitée sur sa boutique. Et puis, je crois qu'une édition standard doit sortir dans le courant 2025. Donc surveillez ça. En tout cas, que vous aimiez le support physique ou non, je pense que ça reste un must-see de l'année si vous aimez le cinéma. Et je souhaite à Nicolas le meilleur avenir possible pour cette idée de société, de production et de distribution de support physique. J'espère que tu continueras à publier et à éditer tout un tas d'autres œuvres. Indiana Jones et le Cercle Ancien, une IA de merde de Sheshounet. Alors on aime ou on n'aime pas Sheshounet, ça j'ai aucun problème à l'admettre, il a un ton, il a des vannes qui sont parfois beaufs, hein, il faut le dire, et il y a des gens pour qui le beauf c'est rédhibitoire. Et ça je le comprends parfaitement. Mais j'ai été absolument sidéré par la qualité de la partie fiction qui introduit cette critique d'Indiana Jones. Je veux dire, c'est un youtubeur jeu vidéo connu pour ses petites chroniques où il teste des jeux. Il avait absolument pas besoin de réaliser un grand segment narratif comme ça. Et il avait clairement pas besoin d'y mettre autant de moyens et autant de soins. Mais il a tenu à mettre les petits plats dans les grands. Et moi, il y a plusieurs moments où je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. Comment il arrive à ça? Ça a vraiment une sacrée gueule, son truc. Il est vraiment allé jusque-là, juste pour une petite intro de son test d'une quinzaine-vingtaine de minutes sur Indiana Jones, mais c'est fou. Ça m'a totalement bluffé et c'est pour ça que je tenais à en parler dans Stop. Je suis agréablement surpris qu'il y ait encore des créateurs qui aient à cœur de délivrer à leur public, sans qu'ils le réclament, des grands moments de spectacle et d'audace. Et je pense que c'est le genre d'initiative qu'il faut soutenir et applaudir. Et enfin, dernière vidéo de ce top, deviens millionnaire, j'ai enquêté sur ces influenceurs qui te manipulent de Amy Story. Alors, cette vidéo d'Amy Story, elle est sortie un jour avant celle de Sheshounet, mais j'avais envie de conclure sur cette vidéo qui me laisse un sentiment un peu doux amer. Amy Story, c'est une créatrice que je suis depuis maintenant quelques années, qui elle aussi analyse un peu les trends des réseaux sociaux, des effets de mode critiquables, elle en pointe les dérives, les limites, elle analyse des phénomènes de société et l'impact que ça peut avoir sur la vraie vie des vraies personnes. Mais il y a toujours quelque chose qui m'a un petit peu dérangé dans ses créations. Je trouve notamment qu'elle a un phrasé et une élocution assez monotone, mais ça bon, c'est aussi un style auquel on accroche ou on n'accroche pas. Mais je continuais quand même à suivre ses vidéos avec intérêt, jusqu'à cette vidéo. C'est une vidéo qui critique en gros les entrepreneurs qui te promettent des formations pour devenir millionnaire en misant et en investissant sur les bons trucs au bon moment et qui en fait se servent de techniques de filou. La vidéo d'Amy Story déconstruit un petit peu ce mythe et explique sur quoi il est basé, pourquoi il fonctionne et comment éviter un petit peu ces mécaniques d'emprise. Mais ce qui me laisse un sentiment un peu doux amer, je vous le cache pas, c'est la conclusion de sa vidéo. Elle précise qu'il existe des formations professionnalisantes qui apportent des vraies compétences techniques, éditoriales, et que c'est important de ne pas tout mettre dans le même panier, et je suis d'accord aussi. Et elle explique que elle-même, elle a suivi des formations avant de lancer sa chaîne YouTube, afin de bien savoir comment écrire, comment rédiger, comment parler, comment construire, et c'est à ce moment-là que j'ai pu mettre le doigt sur ce qui me gênait dans le travail d'Amy Story. Alors encore une fois, je parle d'Amy Story, mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, et je tiens à insister sur le fait
fait que le travail des Mystery est très qualitatif. Je vous recommande sa chaîne. Je l'ai pas choisi dans le top 50 juste pour que ce soit un prétexte pour en parler. Non, 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 c'est vraiment super bien ce qu'elle fait. Cette vidéo est très éclairante sur les mécanismes de manipulation des gourous milliardaires. Mais j'ai compris avec cette vidéo qu'est-ce qui me dérangeait dans ce genre de démarche. Celle des Mystery, mais aussi celle d'autres créateurs et d'autres créatrices. Il y a quelques années, j'avais fait une vidéo où j'évoquais la différence entre les contenus de flux et les contenus de catalogue sur YouTube. Et je précisais bien que c'était pas un jugement qualitatif. Cette année, j'ai eu l'impression de découvrir une scission qui existe depuis des années, hein, mais que j'ai l'impression d'enfin pouvoir synthétiser et formuler et concrétiser, une scission donc entre les youtubeurs créateurs et les youtubeurs producteurs. Si je dois résumer en une hypothèse simple, je dirais que les youtubeurs créateurs, ils se disent « j'ai envie de parler de ça, et si je crée une chaîne YouTube ?» Là où les youtubeurs producteurs se disent « j'aimerais ouvrir une chaîne YouTube, de quel sujet je pourrais parler ?» Encore une fois, les deux démarches peuvent aboutir à des bonnes ou des mauvaises créations, il n'y a pas de jugement de qualité là-dedans. Simplement, j'ai l'impression que les youtubeurs producteurs créent un contenu moins mémorable, plus formaté, et qu'il est plus difficile de tirer son épingle du jeu. J'ai l'impression que pour toute cette sphère de YouTube, la forme, le titre, la miniature est presque plus importante que ce qu'on a à dire dans la vidéo. Que le contenu de la vidéo peut être une simple recette dupliquée à l'infini, un simple modèle qu'on peut appliquer encore et encore et encore, où on a juste entre guillemets à être l'incarnation de ce qu'on a à raconter, sans pour autant y mettre de soi, et que plus que ce qu'on a à raconter dans nos créations, c'est comment on va les vendre qui importe. En se disant qu'une fois que la personne aura cliqué, bah le plus gros du travail sera fait. On regarde tous des youtubeurs producteurs, il y a des youtubeurs producteurs qui font du très bon travail, encore une fois, il n'y a pas de jugement de qualité là-dedans. Mais si la production de vidéos sur YouTube ne devient que de ça, ça risque de tuer un petit peu ce qui fait le caractère unique de cette plateforme. Mais encore une fois, moi je suis un de ces youtubeurs créateurs un peu naïfs. Mon côté gauchiste joue aussi un petit peu dans le fait que j'ai peur que tout cela ne devienne qu'une industrie. Cela dit, je ne suis pas inquiet parce que je sais que quel que soit le niveau d'industrialisation de la plateforme YouTube, les gens seront toujours en recherche de ces vidéastes, grands ou petits, qui créent à partir de l'histoire ou de la passion qu'ils ont envie de partager avec nous. Bon, mon propos était sans doute un petit peu confus et fouillis, j'espère que vous y aurez compris quelque chose, j'aurais sans doute dû l'écrire et le structurer. Moi, je voulais simplement vous inviter à vous exprimer dans les commentaires, à me dire si vous aussi vous ressentez cette scission, si vous aussi vous l'avez observé, si vous trouvez que l'une ou l'autre de ces démarches est à côté de la plaque, peu productive, enfin voilà, exprimez-vous, ça m'intéresse. Je pense que c'est une piste de réflexion qui est encore en élaboration à l'heure où je tourne ce top. Je vais continuer d'y réfléchir et peut-être que je livrerai un autre bilan de cette histoire dans l'année YouTube qui arrive. Voilà, c'est la fin de ce beaucoup trop long tournage, c'est la fin de cette, je l'espère, pas trop longue vidéo. J'espère que cette année encore, l'exercice vous aura plu, j'espère vous avoir fait découvrir plein de chouettes chaînes. Concernant l'avenir de ma propre chaîne, eh bien, je vais observer avec beaucoup d'attention ce qui va se passer cette année, et je vous invite à en faire de même. Parce que j'ai vécu une année YouTube assez compliquée en 2024, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, et il y a deux constats qui se déchirent un petit peu dans ma tête. Il y a une partie de moi qui se dit que maintenant qu'il a compris et réglé une partie des problèmes qui encombraient mon travail sur YouTube, je vais pouvoir être plus productif. Mais il y a aussi une partie de moi qui se dit que maintenant qu'elle est consciente des problèmes indépassables que je rencontre dans ma vie de créateur, peut-être que ce serait bien d'arrêter de promettre n'importe quoi et de restreindre un peu son rythme de travail pour pouvoir être plus apaisé et plus heureux. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais retenir de tout ce que j'ai appris en 2024? Eh ben, je vais le découvrir en même temps que vous dans l'année 2025 qui s'annonce sur ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et... Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ce t-shirt au final? Après tout, la nouvelle ligne éditoriale de la chaîne, vous l'avez peut-être constaté, c'est plus les chemises à motifs maintenant. Du coup, peut-être je devrais plutôt mettre une chemise à motifs? On va essayer, hein, je vous laisse juge. 2025 se présente décidément sous les meilleurs auspices. En tout cas, au moins celui du style vestimentaire et de la grande classe. Allez, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut! Une inversion des rapports de force. Je suis en tête à gauche, donc voilà les conditions. Je vous dis
à très bientôt. Salut! Oh putain, je tilte seulement maintenant que j'ai oublié de remettre mon t-shirt Star Wars! Ok, je vais retourner une partie du truc. Fou, ça va être compliqué, hein. Il va falloir que je bricole.